Tu m'entends? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Ça faisait quelques jours qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble sur Twitch pour parler de l'OGC Nice. La préparation continue. L'OGC Nice vient de boucler hier soir son troisième match de préparation, mais il y a une semaine quand même pas mal chargée, messieurs, quand même, avec les arrivées de Jérémy Boga à l'OGC Nice, les arrivées de Morgan Sanson et le match d'hier soir. Ça va être le programme du soir. Qui va être découpé en trois parties. On va essayer de respecter le timing pour eh bien, que ce soit quand même assez rythmé et pas trop long. On va commencer par parler de Jérémy Boga, puis ensuite on parlera de l'arrivée de Morgan Sanson avec un autre invité, et enfin on terminera sur le match d'hier soir et la défaite 2-0 de l'OGC Nice contre le Sporting Club de Braga. On commence donc par Boga et j'ai donc le plaisir déjà d'accueillir les Niçois qui vont m'accompagner pendant toute cette émission. J'ai déjà le retour, pas celui de Romain cette fois-ci, mais celui de Matt, alias Grégoire Margoton. Comment ça va, Matt? Salut Pancho, ça va très bien, très content d'être de retour dans le club Pancho. Voilà, on s'est reposé, entre deux saisons, on s'est ressourcé, mais là on est parti sur des bonnes bases, j'ai l'impression. Ouais, on est en préparation, nous aussi, en rodage, aussi dans l'émission. Là, c'est pas un retour, c'est une confirmation, un poste titulaire bien ancré, bien solide sur ses baskets. C'est Romain. Comment ça va, Romain? Putain, quelle intro, j'adore. Ça va, nickel, hein. Et toi, ça va? Ouais, ouais, nickel, nickel, tranquillement. Bon, On a pris le bien les soleil ces vacances? derniers jours, tout va bien. Ouais. Je vois que la coupe de cheveux, elle est bien. Je t'en remercie, Romain. Euh, pour parler de Jérémy Boga, on n'a pas la prétention de le connaître sur le bout des doigts, même si hier soir on a vu, on va dire, un échantillon du joueur qu'on attend à l'OGC Nice. Eh bien, on a le plaisir d'accueillir Daniel, propriétaire du compte Amour du foot, et voilà, c'est le moment. Amour du foot sur Twitter. Vous le connaissez sûrement si vous rôdez un minimum sur Twitter avec ses visuels très très détaillés des joueurs. Et donc, il a préparé un certain nombre de recherches sur Jérémy Boga. Salut Daniel, comment ça va? Bah, ça va bien les gars, écoutez, ravi d'être là et de pouvoir vous éclairer un peu sur le profil du joueur, sur ses statistiques avancées, etc. Donc ça va très bien et je suis content d'être en votre compagnie. Écoute, avec grand plaisir. Donc, Jérémy Boga, pour vous refaire l'historique, même si vous êtes là, c'est que forcément vous avez eu l'information et vous avez su les quelques détails du deal. On est sur un montant du transfert aux alentours de 18 millions d'euros, contrat de 4 ans, joueur originaire de Marseille, formé à Chelsea très jeune. Voilà, qui vient combler aussi un poste, celui de ailier gauche. Déjà, Daniel, enfin plutôt Matt, Romain, avant de te lancer, Daniel. Euh, le deal, le montant, le contrat, le poste, qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Qu'est-ce que ça vous a inspiré de prime abord, Matt? Boga, ça fait longtemps qu'on le voit dans les rumeurs autour de l'OGC Nice, donc on a eu le temps de se faire à l'idée un peu de son arrivée, on s'est projeté plusieurs fois. C'est un poste où ouais, on a du mal, hein, les ailes depuis plusieurs saisons. On est certains à se plaindre un peu de devoir voir Diop sur les côtés, donc avoir une valeur sûre comme Boga, c'est rassurant. Je suis content, en tout cas moi je suis très content de son arrivée. On est sur un joueur accompli qui a 26 ans, déjà plus de 100 matchs en professionnel. J'ai pas la stat exacte, mais ça, Daniel, je pense, va nous l'apporter. Romain, qu'est-ce que t'as inspiré le deal lorsqu'il s'est fait en début de semaine? Bah, déjà, ce qui est bien, c'est la surprise. Parce que on l'a pas vu venir, même si on entend Boga à Nice depuis quelques années, mais cette année, on l'avait pas encore eu en rumeur. Et du moment où c'est sorti, je crois que 24 ou 48 heures après, je crois que c'était bouclé. Et après, non, c'était un profil bah, qui manquait à l'OGC Nice. Maintenant, on a un peu une malédiction quand même sur les côtés. J'espère qu'il en fera pas partie. Mais après, non, très content et voilà, j'espère sincèrement qu'il va faire le 1000 et qui, comme a dit River, qui va ramener un petit peu de monde à l'Alliance parce que c'est vrai qu'on manque de joueurs comme ça et bah, de le voir dans notre effectif, ça peut être sympa les associations. Effectivement, un joueur un peu frisson. Daniel, par rapport au deal, par rapport à ce joueur-là, écoute, voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à Jérémy Boga à l'OGC Nice?
Bah, Boga, voilà, tout bêtement déjà, on sait plus ou moins sur les bases que c'est un attaquant gauche, droitier, un prend 1,74 m, 26 ans comme tu l'as dit. Alors moi j'ai 303 matchs, si on compte Hmm. pas ceux des jeunes, ça doit en enlever une trentaine à peu près. Ce qui sera plus intéressant quand je vais vous détailler un peu tout ça, moi, en fait, en data et c'est vrai que j'ai cette habitude, mais je vais vous parler en rapporté en 90 minutes, donc en Hmm. fait en temps de jeu pur et brut. Surtout avec lui, c'est important que de parler en match parce que vous allez voir que il a eu, voilà, il a été sur le banc, et cetera. Donc si tu parles en match alors qu'il a fait pas mal d'entrées de 10 minutes et tout, tu peux vite être perdu dans la pertinence. Mais ouais, au niveau de son parcours, bah, comme tu le disais au départ, donc il a commencé sérieusement effectivement à Chelsea où il a joué, même avec les U21 et cetera jusqu'en 2015 à peu près. Et puis voilà, Chelsea, on sait que c'est un club qui aime beaucoup prêter des joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs qui prêtent un peu partout. Donc en 2015, il part pour Rennes en prêt. Et en fait, après, ça va s'enchaîner un peu sur des trucs comme ça d'un an, tu vois. Donc à la fin, en 2016, il part à Grenade en prêt. Il revient à Chelsea en 2017. Il repart à Brighton en Championship. Et en fait, ça va commencer, on va dire, sérieusement avec son départ à Sassuolo pour 10 millions d'euros en 2018. Euh, et après, c'est en janvier 2022, je crois que c'est acté qu'il va aller à l'Atalanta en prêt jusqu'à l'été et qu'ils vont l'acheter au final, 22 millions. Et du coup, effectivement, là, il est venu à Nice pour ses 18, non, 18 millions de mémoire? Ouais, je crois qu'on est aux alentours de 18 millions. J'ai cru voir 16 plus 2, quelque chose comme ça. Oui, avec quelques bonus. Donc voilà. C'est un joueur qui a déjà fait quand même, tu vois, pas mal de clubs et Hmm. qui a connu, bah, du coup, plusieurs championnats, mine de rien. Au niveau de son temps de jeu en pro, du coup, si on vient sur les données brutes, donc en fait, là, je vais vous dire par exemple 13 matchs, mais en fait, ça va être 13 matchs pleins, 13 matchs en équivalent de 90 minutes. Donc en fait, à Rennes, il tourne autour de 13, tu vois. À Grenade, il monte un peu à 16. Et en fait, c'est à Birmingham qui va commencer à jouer plutôt pas mal, tu vois, qui va dépasser les 2000 minutes. Là, il approche les 25 matchs pleins. Donc là, c'est une saison plutôt intéressante. À Sassuolo, il va redescendre un peu avec 1475 minutes, donc 16 matchs environ. Et la saison d'après, donc, qui est un peu sa saison la plus connue, je pense un peu son pic finalement, il joue 2608 minutes, donc l'équivalent de 29 matchs environ. Et juste après, il va avoir une saison où il se blesse, donc il va moins jouer, mais il va quand même approcher 1840 minutes environ, donc environ une vingtaine de matchs. Puis à l'Atalanta, il n'y aura pas de saison avec l'équivalent de 20 matchs pleins. Il y aura la première où il est pas loin, il est à 19 matchs pleins environ, et la dernière où il est à 899 minutes, donc 10 matchs pleins à peu près. Et en fait, oui, tu voulais dire. Ouais, par rapport justement, moi j'ai une première question par rapport à son aventure à l'Atalanta. Ça n'a pas Mhm. fonctionné. Est-ce qu'on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné là-bas? Alors, OK, bah, on peut en parler là si tu veux. Donc, en fait, pour l'Atalanta, j'ai essayé de me renseigner à ce niveau-là. Et ce qui ressort principalement, donc, je suis allé voir un témoignage, donc je lui passe une petite dédicace, c'est Nicolas de Atalanta France Hmm. qui a témoigné là-dessus. Et en fait, c'est plus une question, au-delà même des performances, en fait, c'est plus une question de fonctionnement dans le style de jeu et que Gasperini apparemment, et c'est pas faux quand tu regardes un petit peu les profils de joueurs qui jouent avec Gasperini, mais c'est pas trop son type de joueur. En fait, Boga, quand il arrive, il prend le 10 de Papou Gomez. Il vient un peu pour le remplacer, mais est-ce que c'est vraiment le même style de joueur de façon brute? Je suis pas sûr, tu vois. Et finalement, le match ne s'est pas fait. En tout cas, avec le coach, avec les idées du coach, c'est pas vraiment un joueur qui a été fait pour son système de jeu. Et en fait, voilà, on pourrait dire que c'est pas tant sportivement ou dans les performances que ça n'a pas marché. Il n'était pas nul, mais il n'avait pas forcément la confiance de son coach parce que ça rentrait pas dans le système de jeu en fait. Ok. Et enfin, ce qui en est ressorti autour de ça, c'est malgré tout, des témoignages que j'ai pu lire, c'est qu'en Serie A en Italie, c'est un joueur comment, qui a quand même marqué quelques
même des supporters d'autres clubs, dans le sens où, voilà, il a effectivement laissé cet impact, tu vois, de par son côté percutant et tout, on va en parler, mais oui, c'est ça, il a pas, il s'est pas bien trouvé dans ce nouveau système et voilà, au-delà de ça, c'est oui, c'est quelque chose qu'il n'a pas pris finalement et puis voilà, on verra bien à Nice, l'idée c'est qu'il soit mieux utilisé, je pense et qu'on joue sur ses compétences. Hmm. Romain, alors Romain est parti, mais Matt, est-ce que tu avais peut-être une question sur Boga posée à Daniel? Ouais. Ouais, du coup, Daniel, tu nous expliques qu'il avait fait beaucoup dans sa carrière, il faisait des bouts de match et cetera et j'ai regardé sur son profil, c'est pas un habitué des blessures. Voilà. J'ai pas trouvé de blessures récurrentes. Selon toi, qu'est-ce qui l'a empêché, dans toutes ces expériences, d'avoir entre guillemets «un autre rôle» que celui, soit de super sub, soit d'impact player, Mmh. comme on dirait qu'il a été cantonné? Alors enfin, effectivement, par rapport aux blessures, alors il y a ça tu sais, on parlait de Sassuolo, hem, où il a fait sa meilleure saison sûrement statistique là-bas et la saison d'avant, il joue peu et en fait, mine de rien, il se blesse, 12 matchs. Donc effectivement, en fait, Boga, c'est quelqu'un qui, comme tu le disais, il a été si tu fais une moyenne, il a été assez peu blessé, mais en fait, il a 2 saisons où il se blesse 12 matchs, ce qui représente quand même un tiers d'une saison presque, c'est sa première à Sassuolo et c'est celle entre Sassuolo et l'Atalanta. Mais en fait, au-delà de ça, finalement, à partir du moment où il a atteint un niveau, enfin, il a atteint des ligues, on va dire, de 1er registre, si on peut dire ça. Parce qu'au début, on aurait pu dire qu'il y avait la jeunesse, tu vois? La première saison à Rennes, voilà, c'est sa première saison pro. Bon, bah, le joueur va pas forcément être surutilisé, il a le temps de se roder et cetera. Après, quand il va à Grenade, c'est un petit peu la même chose et finalement en Championships, il joue, enfin Championship, il joue pas mal, tu vois? Il joue presque l'équivalent de 25 matchs, donc c'était quand même correct. Mais oui, en fait, à partir du moment où il est allé vraiment chercher, des ligues de premier ordre et le haut niveau, bah, il y a cette saison-là à Sassuolo où il se blesse et il y a l'autre et sinon, est-ce que du coup comme je vous le dis, est-ce que, à l'Atalanta, on peut vraiment, tu vois, définir quelque chose là-dessus, étant donné que c'est le fait qu'il ait pas vraiment matché avec le projet de jeu. Donc là, c'est autre chose que ses performances pures et à Sassuolo, du coup, la première, on a la blessure et la seconde, bah, c'est une de ses, top saisons. Donc Hmm. bah, tu vois, au début, peut-être qu'il y avait ce truc de jeunesse, d'apprentissage et ensuite, on lui a plutôt fait confiance, heu, dans les saisons, mais il en a une où il se blesse et il a l'Atalanta où ça a pas matché avec le projet de jeu, quoi. Donc si on lit entre les lignes, il a atteint un niveau où, s'il arrive à passer une saison épargné par les blessures, ça peut être très, très intéressant. Je pense parce que, c'est toujours dans le football, c'est dur parce que déjà, on juge souvent les joueurs sur une saison. Tu vois, par exemple, bon, j'en ai des milliers d'exemples, mais Grealish, tu vois, il y a eu ce truc, Aston Villa, peut-être que sa saison avant de partir, il surperforme. Il arrive à Chelsea, il sous-performe, à Chelsea, à À City. City et sa saison-là, finalement, je pense, correspond à peu près à son niveau moyen, à son niveau normal. C'est pour ça que moi, je juge personnellement que sur, au moins 3 saisons, des cycles de 3 saisons en football. Donc oui, effectivement, tu vois, là, je voyais des commentaires, Boga qui arrive et tout: «Oui, sa dernière saison, il a marqué 2 buts» ou des choses comme ça. Mais bon, faut Hmm. aller bien plus loin que ça, ça marche pas comme ça le football et surtout quand tu es dans il y a le football, c'est beaucoup de contexte. Quand tu es pas dans un projet de jeu qui matche avec ton profil, ça peut dépendre de tellement de choses. On a vu tellement de joueurs qui sont bons sous un coach, qui sont pas très bons sous d'autres coachs et cetera. Je pense qu'il voilà, faut pas forcément avoir un avis arrêté. Jérémy Boga, il arrive pas, là, il y a personne qui se dit c'est, top 3 des ailiers en Europe. Mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à se dire, que c'est le dernier des nullards parce que, c'est pas un joueur qui stat beaucoup et on peut en parler si vous voulez, hein, précisément de ses stats. En Tu peux, soi, vas-y. ouais, donc comme je vous le disais, il a sa grosse saison à Sassuolo en 2019-2020 où il marque les fameux 11 buts. Il met également 2 passes décisives. Au-delà de ça, on va dire une saison moyenne de Jérémy Boga, c'est, 3 buts, 3 passes D, 3 buts, 2 passes D, quelque chose comme ça dans l'aspect décisif pur, dans le dernier geste et cetera.
Donc quand on voit ça, on regarde ça, OK, et après il faut aller plus loin, c'est pour ça que je suis là. On va voir les statistiques avancées. Donc globalement, j'ai on va dire un système statistique qui permet d'évaluer, les compétences des joueurs dans des domaines. Donc c'est basé sur, plusieurs statistiques dans le domaine et cetera, par rapport aux autres, joueurs au même poste. Et là où Boga ressort dans, l'élite, on va dire, c'est, sans surprise, au niveau de sa percussion et de sa capacité d'élimination. Il est faible au niveau de sa capacité à se créer lui-même des occasions de but, à en marquer, et bon, sur son apport défensif et sur le volume défensif, il n'est pas bien haut non plus, et il va être, on va dire mitigé à la création et à la possession. Alors par possession, en fait, c'est une sorte de calcul autour de la capacité du joueur à faire progresser le jeu par la passe, à Mmh. réussir ses passes et cetera, et aussi à avoir une bonne, conservation de balles. Mais en fait, la plupart des ailiers ne ressortent pas très bien là-dedans parce que ce sont des percuteurs et du coup, ils vont forcément perdre beaucoup de ballons. Et un truc aussi que je voulais mettre un point dessus, que je trouve intéressant, c'est que Jérémy Boga, il a effectivement pas marqué énormément de buts. Néanmoins, il y a en fait, en regardant j'ai regardé pas mal, j'ai regardé des matchs isolés sur lui, j'ai regardé des clips et cetera, et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, parfois je me disais: «C'est marrant, c'est pas un joueur qui marque beaucoup, mais il marque pas énormément de buts simples non plus». En fait, je suis allé plus loin dans ses statistiques du coup, et je me suis rendu compte qu'il y a que 40 de ses buts qui sont marqués sur des occasions, vraiment, enfin, on va dire, claires, et il marque quand même, 6 buts sur 10, sur des occasions pas simples, et ça rajoute un petit côté intéressant parce que pour des joueurs un peu comme ça, un peu percutants, un peu magiciens et cetera, bah, il va y avoir ce côté-là peut-être chez lui, je vous le souhaite, ou des fois peut-être qu'il marquera dans ces situations, on l'attend pas du tout, et voilà, c'est toujours sympa d'avoir un joueur qui il y avait quelques belles enroulées extérieures surface, il y avait, quelques reprises de volée, tu vois? Des trucs comme Mmh. ça, donc Des c'est toujours percées, sympa d'avoir un des joueur, percées aussi balle au pied où il élimine 3-4 joueurs et il arrive à finir aussi face ouais. au gardien, effectivement. C'est contre nous, ça. Mais ça, si tu veux, si vous voulez ressortir au-delà de l'analyse, même l'analyse globale, tu vois? Que je me suis fait personnellement de tout ça, c'est effectivement un bon dribbleur. Il est bon dans les changements de rythme aussi, et je trouve qu'il arrive quand même à garder la balle assez proche de ses pieds dans certaines situations. Même au niveau des changements de direction, Il a un centre petit de et grand gravité espace. assez bas aussi, je pense que ça Ouais, lui permet ça aussi de. ça, Mmh. ça c'est notable, ça se voit. En général, il a 3 types de situations qui reviennent beaucoup. Il va arriver en courant, en dribblant un peu, tu vois? Il garde la balle, proche de son pied, un peu long de surface, donc comme, les Ribéry, les tu sais, Thauvin, enfin Ribéry, Robben, Thauvin et cetera, quand ils venaient long de la surface, ils tiraient. Bah, lui, il va arriver, il va faire ça, mais de l'autre côté, du coup, en partant de la gauche. S'il est dans une situation comme ça, souvent, ça va se finir en frappe. Sinon, il rentre à gauche dans la surface et il centre souvent second poteau, un peu en hauteur. Et je me demandais, vous, c'est Laborde qui joue, sur l'aile droite maintenant, non? Pour l'instant, Ou oui. C'est pas? ça. Ouais. Bon, alors je sais pas si ça va rester, mais dans ce cas-là, pour un joueur de tête aussi bon que Laborde, bon, ça peut être intéressant. Et sinon, la troisième situation, ça va être la même chose, mais avec un centre fort au premier poteau en général, tu vois? Et c'est un joueur qui est plutôt correct sur ses centres. Mais c'est pas, voilà, le meilleur centreur du monde, mais il est plutôt bon, et sinon, des situations, oui, qu'on va souvent voir avec lui, c'est, recherche d'appui. Donc, il commence à prendre de la vitesse, il passe, à quelqu'un qui est en face de lui, dos au jeu, et il va direct aller dans la profondeur, il va continuer sa course, et après voilà, pour combiner, il est disponible, quoi. Romain, est-ce que tu avais quelque chose peut-être à voir avec Daniel sur ce qu'on a pu aborder? Non, moi je voulais juste savoir si tu avais la donnée du nombre de dribbles tentés et réussis de Boga, Alors, par hasard. quand ça? Enfin, dans sa En carrière, fait, ouais, enfin, après, je sais pas si tu as cette sur les stat, 3 hein, dernières mais saisons plus globalement, si tu veux? ouais, voilà, ouais, par exemple, Oui, pour oui, avoir une idée, quoi. je vais te donner ça. Donc c'est un joueur qui en moyenne, donc sur, la saison dernière tentait 11 dribbles par match, Mm. et les 2 saisons d'avant 7 environ.
et il en réussit, en moyenne, il en réussit à peu près 55. Donc il va en passer, et si on prend sur sa carrière, c'est quelqu'un qui passe à peu près entre 3 et 4 dribbles par match, alors a Mmh. après dribble en data, la dribble en data, c'est vraiment le dépassement du défenseur, Ouais, ouais. pur, tu vois? Mais ouais, Mmh. c'est à peu près ça. On est sur quelqu'un qui a quand même un haut volume de tentatives, qui tourne à 55 de réussite à peu près, ce qui est pas C'est pas dégueu. incroyable, ce qui est pas, non plus minable. Les meilleurs sont à, 60, 65 à peu près, 60, Mmh. mais c'est Ouais. très peu de joueurs quand même. Mmh. Ouais, mais c'est bien parce que ça montre le bon après mais on le savait déjà, mais ça montre déjà tout l'impact qu'il peut avoir, au Mmh. niveau de la percussion et cetera. Bah, si Donc c'est bien. si je peux me permettre une contextualisation qui peut, je pense, être intéressante. Cette saison, votre meilleur dribbleur à Nice, c'est Thuram. Il a passé 46 buts, 46 dribbles cette saison, il en a réussi, voilà, 46, et il est 22e, de Ligue 1, et votre deuxième meilleur dribbleur, c'est Lotomba, à 38 dribbles réussis, et il est 39e de Ligue 1, sachant que ce sont des joueurs qui tournent à 1,3, 1,4 dribbles réussis par match. Donc quand même, Boga, c'est le double de ça, et en plus, Ouais. c'est des joueurs qui jouent pas sur l'aile, vous, qui sont vos meilleurs dribbleurs, à l'heure actuelle. Enfin, Mmh. c'est pas des ailiers, quoi. Je sais pas si on s'intéresse aux ailiers. Ah bah, j'ai Guiri là. Guiri, il en a réussi 33, donc il est 52e de Ligue 1 dans le registre. Mmh. Donc effectivement, on change de registre, quoi. Là, on va vraiment chercher un profil qui vous manque. Parce que dernièrement, de mémoire comme ça, mais vos meilleurs dribbleurs, ça tournait autour de Saint-Maximin. Il y avait eu du voilà, il y avait eu du Hatem, mais après, Ouais. Et justement, Peut-être Kluivert un peu. ouais, il y a beaucoup de comparaisons avec Alan Saint-Maximin. Alors, je sais pas si ah bon? euh, dans le OK. profil, alors c'est vrai que Ouais. Saint-Maximin, je pense que c'est un sujet qui est peut-être un peu clivant dans la communauté parce qu'on n'a pas tous le même avis sur le joueur. OK. Il avait une grosse pointe de vitesse. Mmh. Bon, physiquement aussi assez costaud, donc pour passer Ouais. l'épaule, c'était plutôt facile pour lui, mais en même temps, techniquement, des fois un peu compliqué pour terminer ses actions par un tir Mmh. ou par une frappe. Est-ce que, à tout hasard, hein, si c'est pas le cas, tu me le dis, hein, il y aurait des ressemblances entre les deux profils statistiquement parlant? Ah, ça c'est intéressant. Statistiquement, alors oui, forcément oui. Statistiquement oui, enfin juste dans le domaine où Hmm. ils ont à peu près les mêmes points forts et les mêmes points faibles globalement statistiquement, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que Saint-Maximin, c'est pareil, il se crée pas énormément d'occasions, il marque pas énormément de buts, il contribue pas énormément défensivement, et ses points forts, c'est percussion, élimination, et cetera. Maintenant quand on regarde, ouais, Saint-Maximin, selon moi, est quand même, enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, est plus fort, en élimination et tout. C'est quand même, i à l'heure actuelle, il est très fort, vraiment dans ce niveau-là. C'est un joueur très, très percutant, d'ailleurs, je crois que dans les statistiques, au niveau de la percussion brute, donc manger des mètres, balle au pied, déclencher, accélérer et tout, je crois que même qu'il est numéro 1 d'Europe. Du coup, il a vraiment une percussion vraiment très rare. Après, ouais, oui, globalement, oui. Si tu dans l'idée des joueurs qui vont pas faire beaucoup de stats bruts, oui. Mais, en fait, ça, c'est intéressant. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Bon, ça, c'est un autre débat, mais, moi, j'avais fait un débat, enfin, un sondage sur mon compte il y a un moment, sur, qu'est-ce qui comptait selon les gens, tu vois? Qu'est-ce qui comptait le plus pour des ailiers, tu vois? Et en fait, ce qui était apparu en premier, c'était, créer du danger. Donc au-delà des buts, hein, créer du danger par la passe, par la course, et cetera. Faire progresser le jeu venant en deuxième, et être décisif, enfin marquer et tout, ça venait en troisième sur 5, hein. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on va chercher un ailier, s'il a pas beaucoup staté dans sa carrière ou quoi, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont trouver ça ridicule, tu vois? Ils vont mettre ça en avant direct. Alors est-ce que c'est vraiment le rôle principal d'un ailier, tu vois? Aujourd'hui, le rôle change, il y a beaucoup plus d'ailiers buteurs, c'est vrai, mais finalement, à la base, dans le football, l'ailier, il va aller créer du danger, il va aller te créer des occasions pour l'avant-centre, tu vois? Enfin, je trouve que c'est bête, moi, de s'arrêter juste sur ça, tu vois? Hmm. Bien sûr. Après, il y a Messi et Ronaldo qui sont passés devant sur ces Ouais, postes-là et c'est qui ça le ont fait problème. qui ont tellement cassé le poste que je pense, Mmh, mmh mh. ça a pu Mais aujourd'hui. ouais, Je c'est-à-dire que moi,
alors, c'est personnel, mais moi, je vois pas ça comme un problème d'avoir un joueur qui va pas forcément marquer. Ça va dépendre de ce qu'il va faire derrière, tu vois? Et pour avoir enfin, si vous voulez d'ailleurs, j'avais le témoignage que je vous disais tout à l'heure de Nicolas, mais il en parlait de ça. Il expliquait que, c'était intéressant que justement, Boga, driblait souvent dans le sens du jeu et qu'en plus, quand il se trouvait effectivement en bonne position et ça rejoint du coup les statistiques que je vous disais tout à l'heure de pas se créer beaucoup d'occasions de but, c'est qu'en fait, il va souvent chercher la passe ou une autre solution, tu vois? Il va pas forcément tenter lui-même, tu vois? Hmm. Et, et du coup, à propos de ses tentatives et de sa capacité à créer le danger, Mmh. au niveau de son rapport expected assist et assist réel et expected goal et goal réel, c'est plutôt un joueur qui a tendance à sous-performer, surperformer, être dans ses standards. Il se positionne comment à ce niveau-là? Ouais, je vais te dire ça. Alors tac tac, Parce qu'à savoir qu'à Nice, on a un grand, ouais, on a dans les 2 extrêmes selon les saisons. Soit c'est une action, un but et on jouit d'un réalisme hors du commun, soit c'est, complètement l'inverse avec, et c'est plutôt la tendance actuelle Bah, avec, le réalisme OK, dans les deux surfaces, c'est un vrai problème, hein. hem, en général, sur une moyenne, il a plus créé qu'il n'a été récompensé. Hmm. Donc c'est bon signe. Enfin, ça veut dire qu'il ne jouit pas, il ne bénéficie pas de surperformance de ses coéquipiers à la finition qui pourraient, lui gonfler ses stats de passes décisives. En revan en revanche, l'année où il marque les 11 buts à Hmm. Sassuolo et c'est là, tu vois, c'est là que c'est important de se baser effectivement sur des cycles de plusieurs saisons. C'est qu'on est clairement sur une surperformance puisqu'effectivement il était sur 4 XG quand même et il marque 11 buts. putain, ouais, OK. Donc, et la moyenne et tu vois, c'est pas déconnant parce que sa moyenne à peu près, hein, si tu fais une moyenne sur sa carrière, Boga, c'est du, ouais, c'est du 3-4 XG par saison, tu vois? Ce que je disais. Du coup, ce que je disais, se créer des occasions, c'est pas sa spécialité, quoi. OK. Moi, j'avais une question à te poser, Daniel, par rapport Ouais. au dispositif. On a parlé de sa saison référence à Sassuolo. Alors, il me semble Mmh. que c'était un 4-2-3-1. Est-ce que on sait exactement si, dans son style de jeu, Boga combinait beaucoup avec son latéral ou pas? Parce que, bon, là, c'est une auto-passe décisive par rapport à la rumeur du soir Mmh. qui n'est d'autre que Ryan Aït-Nouri qui pourrait éventuellement signer à l'OGC Nice. Mais est-ce que dans le profil, est-ce que, bon, c'est réducteur ce que je vais dire, mais est-ce que c'est plutôt un soliste ou est-ce que c'est plutôt un joueur qui va combiner, que ce soit avec son latéral ou avec son numéro 9? Alors ça, pour être très sincère, de ce que moi j'ai vu et cetera, je pense pas pouvoir avoir assez de recul. Tu vois, j'ai pas vu Hmm. jouer l'Atalanta, et cetera pour donner un avis très sincère et très honnête là-dessus. C'est sûr que non. Sur moi, les clips que j'ai vus, comme je disais, il y avait beaucoup de prises de balles. Généralement, s'il recevait le ballon, milieu de terrain, tu vois, par son latéral, il allait souvent quand même essayer de le remonter lui-même et après d'aller chercher des solutions plus à l'intérieur du jeu du coup. Tu vois? Hmm. Plus, bah, soit lui rentrer dans la surface par l'aile gauche, soit, se rapprocher à peu près du milieu, soit, essayer une combinaison avec quelqu'un et frapper ou soit, lui passer le ballon. Mais effectivement, je pourrais pas dire que ça m'a marqué. Je j'ai pas été marqué forcément par des combinaisons avec les latéraux. Après, oui, effectivement, j'ai vu des clips de l'Atalanta qui joue à 3 derrière. Bon aussi, il y a des spécificités, mais ouais, je sais pas. Après, ça, c'est quelque chose, je pense dans le football, qui voilà, si tu t'entends bien avec ton latéral, Hmm. surtout si c'est Aït Nouri qui est quand même un joueur très créatif aussi. Bon, 2 joueurs créatifs ensemble, pourquoi pas? Boga m'a pas apparu non plus comme quelqu'un qui veut absolument pas lâcher la balle en tout cas, tu vois? Donc Hmm. c'est voilà, ça me paraît pas non plus, impossible. Mais j'ai pas assez de recul pour, pouvoir te dire, à 100 oui, il combine ou pas avec son latéral en général, quoi. Ok, est-ce que par rapport aux éléments que tu as, Daniel, tu as des choses qui te semblent pertinentes à rajouter ou pas? Bah, je voulais juste, au niveau de ses positions, tu Hmm. sais, juste en parler rapidement, même si il a tout l'air d'être établi comme le futur ailier gauche de Nice. Mais effectivement, au niveau de là où il a un peu été bougé, il a un peu fait, il a globalement fait 3 grands postes, donc milieu offensif, gauche, droit ou plus ou moins,
centré, ailier gauche et attaquant, presque second, attaquant, alors c'était plus rare et après sur les 3 dernières saisons, tu vois, il a évolué 55 du temps au poste, d'ailier gauche malgré tout et sinon c'était en une sorte de meneur de jeu gauche, enfin ça restait un milieu offensif gauche, voilà, ça restait sa zone du terrain préférentielle et ce que j'ai, en détail en plus, qui peut être notable et que je tiens également du témoignage, que j'avais trouvé intéressant, c'était par rapport à, alors déjà, lui, comment il est lui-même, tu vois? Au-delà de ses stats et tout en tant que joueur, heu, le témoignage, tu vois? Il disait qu'il avait pas c'est pas quelqu'un qui va ressortir comme un leader, tu vois? Sur le terrain, en prise de parole, voilà, c'est plutôt quelqu'un, voilà, qui va être discret, enfin, tu vois? C'est pas non plus, voilà, une grande gueule ou quoi et pas non plus un joueur, même si, il a des grandes capacités techniques, pas nécessairement un joueur qui va, prendre le match à son compte si, l'équipe joue mal, tu vois? Ça, faut le noter quand même, tu vois? C'est pas, forcément en tout cas de ce que j'ai compris à l'Atalanta, des témoignages que j'ai lus, voilà, pas quelqu'un qui a, été un game changer, qui a pu changer des matchs à lui seul, par des grands coups d'éclat et cetera. Je pense qu'il faut quand même un contexte collectif, positif pour que ça marche et et puis, autre chose, qui selon moi semble intéressant et que souvent, alors je ne sais pas si c'est souvent lié aux joueurs techniques, mais c'est important aussi d'avoir, un avis sur les performances, sur ce qui se passe hors terrain, tu vois? Ce qui se passe hors terrain, ce qui se passe dans la tête du joueur et en tout cas en Italie, apparemment c'était un joueur qui faisait pas du tout de bruit, hein. Donc voilà, pas un gros fêtard, pas un flexeur, des réseaux ou autre, tu vois? C'était plutôt quelqu'un de tranquille et qui apparemment a l'air, de ce que j'ai vu, alors là, c'est vraiment des avis de supporters du club, donc de voilà, quelqu'un d'assez, travailleur, tu vois? Qui avait des lacunes à combler, c'est sûr sur certaines choses, mais qui travaillait, sportivement et qui a l'air d'avoir envie d'évoluer. En tout cas, qui donne cette sensation-là, tu vois? Effectivement, c'est un peu l'image qu'il a donnée lors de sa conférence de presse. Alors, il a confirmé effectivement qu'il se sentait plus à l'aise à gauche. Donc, OK. ça répond effectivement à ce que tu as avancé. Et même, il Mmh. m'a paru, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez passé, Matt et Romain, mais serein, calme. Et puis, voilà, c'est un joueur qui accomplit, tu l'as dit, plus de 300 matchs. Ouais. Donc, il coche beaucoup de cases qui nous manquaient. On n'a pas parlé aussi de ses coups de pied arrêtés. C'est un élément qui a été aussi apporté par Florent Ghisolfi. Alors, l'impression OK. quand même que Morgan Sanson va peut-être plus prendre de coups de pied arrêtés que Boga. Mais il y a aussi ce secteur de jeu-là où il y avait une grosse défaillance à l'OGC Nice depuis, on va dire, le départ de Willan Cyprien, que Jérémy Boga va combler. Euh, Ah oui, effectivement, oui, 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 OK. En data, il ressort pas trop mal sur ça, ouais, sur le voilà. tir de coup de pied arrêté. OK, intéressant. Daniel, un grand merci à toi Bah, pour ta merci venue, beaucoup. pour tes éléments très complets. Pour les personnes qui sont sur Twitter, parce que tu nous as parlé d'autres réseaux, mais on va dire que pour l'instant, Ouais, tu es sur Twitter, bah, n'hésitez pas voilà, à aller vous abonner au compte Twitter de Daniel, Amour du foot, voilà. arobase Amour du foot sur Bah, Twitter. vous Et on pouvez te... taper, DataFoot parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui a un arrobase amour du foot et c'est Ah! du coup ça, oui. Mais DataFoot normalement ça se trouve. Et puis on te retrouvera peut-être d'ici peu sur Twitch ou ailleurs d'ailleurs, Daniel. Voilà, peut-être, on verra Peut-être. bien, on verra bien. J'en dirai plus à l'occasion. Un grand merci à toi. Ouais, Et puis, Merci. eh bien, on va accueillir d'ici peu Dorian, notre deuxième invité. On enchaîne pour nous présenter Morgan Sanson. Daniel, merci à toi. Et puis, on ouais. te souhaite une très très bonne soirée et bonne continuation pour tes projets. Oui, super soirée à vous aussi les gars et puis, merci de m'avoir fait confiance. Il n'y Allez, a pas de à souci. plus. Salut, Merci bonne beaucoup. soirée. Euh, Ciao. Si tu es devant le live, Dorian, écoute, n'hésite pas à venir, à rentrer dans la room et on va parler un peu de Morgan Sanson. On a quand même Jérémy Boga, né à Marseille, Morgan Sanson, 4 ans à Marseille. Voilà. C'était juste des infos comme ça, vous prenez, hein. Mais bon, Yannick Cahuzac n'est pas au club, hein. Sans transition. Je fais le petit Mais il y a, tweet. mais il y a quelqu'un là, Pancho. Il y a quelqu'un, effectivement, c'est Dorian qu'on accueille. J'enlève ça.
clac. On est sur du direct, clac. Et puis, je te mets tout de suite dans la room, histoire que les Là, gens... parce que moi, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais c'est qui cet intrus, quoi, tu vois. Non, Après, quand tu me non, dis, non, ouais, non, il non, n'y a c'est pas pas, non, non, d'Orient et tout, non, je me dis, mais non, non, c'est pas la c'est qui DGSI, hein. ce. C'est pas la DGSI vraiment Hum, qui est sur Twitch, il y a pas de souci. hum. Mais pas Bonsoir. non plus, c'est moi. Ouais, ouais, bah après, ça pourrait, hein. Alors, on accueille, que je reprenne un peu ton intitulé, Dorian, qui est journaliste pour différents médias. Et donc là, on va dire que tu vas mettre ta casquette de journaliste pour Direct Racing, qui est un média qui traite de l'actualité globale du Racing Club de Strasbourg. Et donc, forcément, tu as suivi au plus près Morgan Sanson sur ces 6 mois passé chez vous. Morgan Sanson qui est arrivé en prêt lors du mercato hivernal d'Aston Villa, qui était un peu dans le trou, hein, on peut le dire, c'est ce qu'il a dit, hein, lors de la conférence de presse. D'ailleurs, bon, des paroles qui ont fait réagir énormément la communauté strasbourgeoise. Mais voilà, il faut dire ce qui est. Vous l'avez sorti du trou et il a fait 6 mois, vraisemblablement, du moins de ce qu'on a pu ressentir, accompli. Déjà, salut Dorian, comment ça va? Bah, ça va très bien et vous? Merci beaucoup de l'invitation. Écoute, avec plaisir. Donc, on a Matt qui a le casque de Grégoire Margoton, facilement identifiable, Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. et Romain qui a des faux cheveux, mais ça se voit pas à la caméra. Ouais, Euh, et t'as vu, c'est super bien fait en plus. Donc, je ferai un tuto dessus la prochaine fois sur un live de Pancho, il n'y a pas de souci. Je vous le expliquerai running tout gag et chaque vous aurez le semaine, live. vraiment sur les cheveux de Romain, c'est bonheur. Peut-être première question, Dorian. Lorsqu'on te parle de Morgan Sanson et de son passage des 6 mois au Racing Club de Strasbourg, quelle est peut-être la première impression, le premier mot qui te vient en tête? La première impression qui me vient en tête, c'est que ces 6 mois, ils sont passés très vite, mine de rien, parce que comme tu l'as dit, il est venu au mercato hivernal en janvier 2023 jusqu'à la fin de la saison. Et tu l'as dit aussi, Strasbourg l'a un petit peu sorti du trou. Il faut savoir qu'à Aston Villa, entre février 2022 et janvier 2023, il avait disputé seulement 10 minutes de temps de jeu, donc 2 matchs en première ligue, une fois 9 minutes, une fois 1 minute. Il était complètement écarté par Unai Emery, donc il fallait pour lui qu'il trouve un projet pour se relancer. Et c'est ce qu'il a fait un petit peu à Strasbourg. D'ailleurs, il s'est confié d'ailleurs très vite au journal de l'équipe en disant que il s'est très vite adapté au club de Strasbourg, à la ville, qui s'est très bien senti et intégré au projet. Et en 6 mois, ça a été une belle réussite puisqu'il a admirablement participé au maintien acquis à l'avant-dernière journée à domicile contre le PSG. Et alors, dans le dispositif de notre cher Frédéric Antonetti, j'ai vu sur Transfermarkt qu'il avait évolué à différents postes. Mais à ton avis, est-ce que c'est plutôt voilà, un numéro 6, un numéro 8? Est-ce que c'est plutôt un créatif? Par rapport au match d'hier soir, parce que l'OGC Nice a joué en amical contre Braga, il a joué milieu de terrain, on va dire 8, axe droit. Dans quel poste il évoluait à Strasbourg la saison dernière? Alors, rentrons dans le vif du sujet. À Strasbourg, la polyvalence était évidemment bienvenue. Le Strasbourg de Frédéric Antonetti, c'était un 3-5-2. Il a utilisé la même formule utilisée par ses prédécesseurs. Au milieu, donc, 5 joueurs, dont 2 pistons, donc forcément 3 milieux de métier pur. Euh, et le plus souvent, Morgan Sanson a été titularisé au poste de milieu gauche, relayeur gauche. Il l'a parfois été à droite. Ça, c'était uniquement sur la feuille de statistiques, sur la composition d'équipe. Dans le jeu, il a permuté parfois, que ce soit avec Jean Udaoulou, que ce soit avec Jean-Ekner Bellegarde ou alors Habib Diarra. Dans le jeu, c'est quelqu'un qui a été extrêmement mobile. Et là, je vais bien vous briefer là-dessus. C'est quelqu'un qui est extrêmement polyvalent. Vous savez, si on découpe le terrain en 5 couloirs, il y a l'axe, les 2 demi-espaces et les 2 couloirs. Eh bien, Morgan Sanson, c'est quelqu'un avec ballon, quand son équipe a le ballon, qui est capable de se projeter dans ces 5 couloirs. Avec Strasbourg, il a seulement mis 1 but et 2 passes décisives, mais que ce soit dans le jeu ou même avec ballon, il a été excellent. Il n'a pas évidemment des stats comme d'autres peuvent à son poste en avoir, mais c'est quelqu'un qui dans le jeu a été très important. Donc je dirais que c'est plutôt un milieu relayeur
qui a une grande polyvalence et qui est capable aussi, il l'a fait pendant un match avec Strasbourg, de compléter une doublette offensive, par exemple, d'être une sorte d'ailier intérieur ou alors attaquant qui accompagne l'attaquant de pointe. Et il l'a très bien fait. Un but et 2 passes décisives, mais en tout cas de très belles impressions laissées sur le terrain. Et puis je rajouterai une chose aussi, son profil manquait beaucoup depuis le départ d'Adrien Thomasson, qui était parti quelques jours avant son arrivée. Quelqu'un qui a un gros volume de course, qui a une belle qualité de déplacement, une belle qualité de place, et ça on a retrouvé un petit peu à Strasbourg avec Morgan Sanson. Alors, je vais quand même apporter des éléments sur le deal de Morgan Sanson à l'OGC Nice. On est sur un prépayant, 1 500 000 euros sur toute la saison, une option d'achat située aux alentours de 5 millions d'euros. On est sur un joueur qui a joué 238 matchs de Ligue 1. On parlait effectivement du profil de Jérémy Boga et de ses 300 matchs. On est sur un joueur qui a atteint quasiment les 300 matchs, toutes compétitions confondues. Et surtout, Romain, on est sur un joueur qui vient remplacer poste pour poste aussi Aaron Ramsey, parti rejoindre son club formateur de Cardiff. Toi, Romain, sur cette venue de Morgan Sanson, alors il y avait effectivement il y a quelques jours des rumeurs plutôt d'un autre milieu strasbourgeois en la personne de Bellegarde. Qu'est-ce que tu en as pensé de prime abord sur cette venue? Bah, moi, j'étais plutôt très content parce que déjà, à la base, je l'aimais beaucoup à Marseille. Donc, je le trouvais très très bon. C'était pas le joueur le plus clinquant, celui que tu allais voir le plus dans le match. Mais par contre, quand tu allais au stade et que tu jouais contre Marseille, tu le voyais tout le temps, en fait. Il était tout le temps là, défensivement, offensivement. Après, c'est vrai que Strasbourg, moi l'année dernière, j'ai pas trop suivi, mais vu ce qu'en disaient les supporters et ce qu'on voyait sur les réseaux, etc. Apparemment, il a fait beaucoup de bien. Et moi, ce que j'aimerais poser comme question, c'est à savoir, Sanson, il est plus performant dans un rôle plutôt défensif, offensif, dans les transitions, là où il peut faire réellement la différence sur le terrain. C'est Alors, l'avantage qu'il a, c'est il est bon partout. Ça a été quelqu'un qui a beaucoup récupéré de ballons. Strasbourg, il faut bien le dire, a plutôt misé sur la transition. Au fur et à mesure des matchs, surtout, vous le savez très bien, hein, quand on essaye d'acquérir un maintien, il faut plutôt rester appliqué sans trop pouvoir se jeter. Et donc Strasbourg, ça a plutôt misé sur la transition. C'était quelqu'un qui a su redescendre très bas au milieu de ses 3 défenseurs, plus de pistons pour récupérer des ballons. Et ensuite, à la manière un petit peu d'un Jean-Ekner Bellegarde, qui était aussi un petit peu annoncé chez vous pendant quelques temps, c'est quelqu'un, je le disais, qui a un gros volume de course. Donc récupération, projection ensuite, et à Strasbourg, ça galope en transition, avec notamment Bellegarde, Habib Diarra et Habib Diallo. Mais pour répondre à ta question, je dirais qu'il est plus utile en transition. Je dirais qu'il est plus utile en transition. Que ce soit des transitions sur un côté ou alors dans l'axe. Morgan Sanson, c'est un joueur qui est très redoutable quand il est face à la surface. Je le disais, il a inscrit seulement 2 passes décisives. Je vous invite d'ailleurs à revisionner sa deuxième. C'est un centre brossé qui efface 2 joueurs, qui est par-dessus 2 joueurs pour trouver Habib Diallo. Face à la surface, on le connaît tous, Marseille notamment en France, c'est quelqu'un qui a une qualité de pied incroyable. Et d'ailleurs, à tel point que Frédéric Antonetti disait à son arrivée, Morgan Sanson, c'est l'un des 50 meilleurs joueurs français. Et je crois que je suis plutôt d'accord avec cette déclaration. Antonetti qui disait que M'Vila allait finir à Barcelone, c'est ça? Alors, non. C'était le contre-exemple, c'était pour te charrier. Mais on l'adore, Antonetti, chez nous. Cet exemple avec tout, mais pour le coup, Morgan Sanson, et puis je vais vous apporter aussi ce petit côté supporter que l'on a tous, c'est quelqu'un qui a été apprécié. Il n'est pas resté longtemps, évidemment, 5-6 mois, le temps du maintien, mais c'est quelqu'un qui a été accepté, et je peux vous assurer que c'est une vraie perte du côté des supporters et journalistes strasbourgeois. Ouais, En tout cas, c'est tout ce qui nous manque dans ce que tu nous dis. Enfin, nous, personnellement, parce que la transition par la passe, moi, je l'attendais de Ramsey l'année dernière. Je l'ai trop peu vu. Et on avait, dans le milieu à 3, on n'avait qu'une transition, mais par les courses avec Thuram.
Mais cette transition par la passe, et c'est ce qu'on a aimé d'ailleurs en fin de saison, c'est qu'on ait Diop qui pouvait justement trouver cette profondeur ou, enfin voilà, avoir la passe juste. Mais non, non, donc moi, de toute manière, ouais, c'est l'idée que je m'en étais faite. Mais c'est bien d'avoir une confirmation, puisque des fois, voilà, j'étais pas ancré sur Morgan Sanson ces 3 dernières années. Donc du coup, C'est bien voilà. normal. Et puis Ouais, l'avantage à ouais. Strasbourg aussi, c'était puisque c'était un 3-5-2 avec ballon, les latéraux, que ce soit Thomas Dolén à gauche ou alors Frédéric Guilbert à droite, étaient en permanence très très haut. Habib Diarra aussi, qui est un jeune du centre de formation qui est en train de monter sérieusement dans les standings de Ligue 1, c'était lui aussi quelqu'un qui se projetait très très haut. Et donc il y avait en permanence beaucoup de solutions en haut. Des joueurs donc disponibles pour recevoir des ballons, des caviars de Morgan Sanson. Et puis j'ajouterai aussi une chose, c'est un joueur, Morgan Sanson, qui accompagne beaucoup les attaques. Parce qu'il a un gros volume de course, parce qu'il a de l'expérience des déplacements, surtout en transition. Il accompagne beaucoup les attaques. Et son but d'ailleurs, alors il ne vient pas d'une transition, il vient d'une longue touche, mais il est dans la surface, il rôde un petit peu, il est au bon endroit au bon moment pour marquer. Et même si Strasbourg n'a évidemment pas beaucoup marqué cette saison, ils ont eu beaucoup d'occasions. Et souvent, Morgan Sanson était un joueur, en plus des deux attaquants de pointe, qui étaient dans la surface pour apporter le surnom. Matt, est-ce que tu as quelque chose à peut-être à demander, à rajouter concernant Bah, Sanson? là, de ce que j'entends, ça me rappelle énormément de choses que j'ai déjà pu voir sur le match amical qu'il a disputé sous nos couleurs hier. Mais j'aurais une dernière question, enfin une question en particulier sur son volume physique. Notre directeur sportif nous l'a vendu comme un milieu de terrain capable d'harceler, de faire du travail de sable sur le bloc adverse et de mettre beaucoup d'intensité dans ses courses. Mais j'ai trouvé qu'à partir de la 70e, il était un peu carbonisé. Je voulais savoir s'il finissait les matchs quand il était chez vous à Strasbourg ou si déjà il avait ce petit problème d'endurance sur la durée du match avec son style de jeu. Alors, je dirais qu'il n'a pas tant souffert que ça à Strasbourg. Je le disais tout à l'heure, il a disputé 18 matchs en Ligue 1, il a à chaque fois démarré et le plus souvent, il a fini les matchs. Parce que c'était l'un des joueurs les plus performants de Strasbourg, déjà sur le papier, et parce que c'était l'un des joueurs qui tenait le plus physiquement à Strasbourg. Donc, je ne dirais pas qu'il a souffert. Si tu as trouvé qu'il a souffert hier, alors évidemment, je n'ai pas vu le match, mais si tu as trouvé qu'il a souffert, je dirais que le fait que ce soit une préparation peut être un facteur explicatif. C'est Peut-être que précieusement Nice, en chaleur. Ouais. peut-être que Nice met plus d'entrain, d'engagement, d'agressivité que Strasbourg. Mais en tout cas, cette tendance à baisser de rythme, je ne l'ai pas forcément senti particulièrement chez lui. Je l'ai senti en général à Strasbourg. Euh, mais écoute, ce n'est pas forcément un point qui m'a marqué. J'ai plus été inquiété par l'état physique d'autres joueurs à Strasbourg que celui de Morgan Sanson. Sans Ok. pour autant dire que c'est le meilleur joueur au test VMA parce que Dimitri Liénard et Frédéric Guilbert étaient devant. Non, merci en tout cas, rassurant. Non, c'est vrai que c'est la préparation, mais moi j'ai Oui. trouvé vraiment sa fin de match, j'ai l'impression qu'il était bouilli, quoi. Le garçon tenait plus debout, il a passé beaucoup de temps par terre, donc vu que j'ai pas non plus beaucoup vu Strasbourg sur la deuxième partie de saison dernière et que il sort d'une longue période sans jouer quand même à Aston Villa, ça aurait pas été étonnant qu'il ait un petit moment donné, mais si tu me dis que pas du tout, bonne nouvelle plutôt pour nous. Tu vois, par exemple, Adrien Thomasson, qui est un autre exemple de cette hyper-combativité qui court un petit peu partout, un feu follet, lui, parfois, ça se ressentait. C'était le joueur qui, de loin, courait le plus sur le terrain, qui parcourait le plus de kilomètres. Forcément, il y a un revers de la médaille. Mais parce qu'il a travaillé, parce qu'il était au four et molin toute la rencontre. Voilà. Dans le milieu à 3, Oui. il avait plutôt du coup quelle aspiration par rapport aux autres joueurs qui l'entouraient? Tu vois, parce que est-ce que c'était Bellegarde qui était peut-être plus porté vers l'avant? Est-ce que c'était Diarra? Concrètement, même si je suppose que c'est modulable, concrètement, tu le définirais comment? Parce qu'il sera amené pour l'instant du moins à jouer dans un Oui. milieu à 3. Donc voilà, tu le verrais où dans cette disposition-là? Alors, l'avantage du 3-5-2 de Strasbourg la saison dernière, c'est qu'au milieu, il y avait beaucoup de monde. Il y avait 5 joueurs et que donc ils pouvaient permuter facilement. Je
Je dirais que le milieu des trois qui était le plus avancé, c'était Habib Diarra quand même. C'était Habib Diarra. Je dirais que Morgan Sanson était entre Habib Diarra qui était plus devant lui et Bellegarde qui était derrière lui. Je dirais qu'il était un petit peu au milieu, tout en disant aussi que sans ballon, parfois c'était Morgan Sanson qui était à la même hauteur que Bellegarde, juste devant la défense. Et en disant aussi qu'en transition, quand Habib Diarra faisait un appel à droite, Morgan Sanson faisait un appel à gauche. Ouais, il y avait une complémentarité qui s'était créée dans le milieu de terrain, quoi. Pour le coup, à Strasbourg, le jeu n'a pas été parfait. Il y a évidemment plein de choses à redire, comme pour toutes les équipes. Mais cette faculté à permuter au milieu, ça a été l'une des forces de Strasbourg. Moi, j'ai une petite question à poser à Matt et Romain. On est sur un joueur qui va avoir 29 ans. Bon, on est sur un prêt avec option d'achat qui est un peu la marque de fabrique de retour des dernières années dans les deals voulus par l'OGC Nice. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que y a une possibilité que le joueur signe au club pour 5 millions d'euros, qui représente quand même une certaine somme? Est-ce que, bon, après c'est un challenge pour lui aussi que d'être performant sur la saison. Est-ce que pour vous, clairement, on peut miser sur Morgan Sanson pour les 3-4 prochaines saisons? Après, peut-être les 4 prochaines saisons, je sais pas, mais en tout cas, sur une période, on parle souvent quand on parle de période, etc., on parle toujours d'un cycle de 3 ans dans le foot. Donc, moi, je le vois bien, oui, se mettre dans ce fameux cycle des 3 ans. Et sincèrement, je vois pas, enfin, aujourd'hui en tout cas, je vois pas qui c'est qui pourrait lui enlever cette place. Et je pense qu'on va être agréablement surpris par ce joueur. Parce que de toute manière, à Nice, nous, on aime bien les joueurs qui, comme on dit, mouillent le maillot, etc. Et je pense que rien que parce qu'il a fait par le passé, on va être sur quelque chose de plutôt sympa, quoi. Donc, moi, je pense, et apparemment, l'option d'achat, de toute manière, elle est très, très facilement atteignable, hein, Oui. de mémoire. Il faut qu'il joue, je sais plus, 50% des matchs ou une connerie comme ça. Je sais C'est plus. ça, je crois, ouais, c'est ce qui est passé en tout cas dans. Ouais. Donc, et là, sincèrement, un joueur comme ça, c'est pour moi, hein, hormis catastrophe industrielle, mais c'est le joueur qui te manquait dans le milieu de terrain. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'à côté de lui, tu peux l'associer à plusieurs profils parce que lui, il a cette faculté à défendre, attaquer. D'après moi, si tu lui demandes, je dis n'importe quoi, si tu mets un Diop à côté, peut-être qu'il sera moins enclin à monter, mais il sera toujours là, à faire le pressing. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire avec lui. Donc, je pense que ouais, je pense que c'est une bonne pioche et pour le prix, je pense que c'est un très bon deal. On a parlé tout à l'heure avec Daniel de la qualité de coup de pied arrêté de Jérémy Boga. Et il se trouve que c'est aussi un domaine que maîtrise Morgan Sanson. On l'a vu hier soir, c'est quasiment lui qui a pris tous les corners et les coups francs. Est-ce que c'était lui qui les prenait aussi à Strasbourg, Dorian? Alors non, il tirait les corners, mais les coups francs non, parce que c'est Jean-Regner Bellegarde qui s'en chargeait, ou alors c'était Dimitri Liénard. Mais j'ai pas souvenir que ce soit Morgan Sanson. Peut-être il s'est essayé une fois, mais en tout cas, ça n'a pas été. Les coups francs ne lui ont pas été attribués d'office. Il y avait des joueurs avant. On a vu quand même pas Par mal. contre, juste une Ouais, vas-y, question. vas-y, Romain. On dirait, enfin, quand je t'écoute, qu'il y a beaucoup de similitudes entre Bellegarde et Sanson. Je sais pas, hein, après, c'est peut-être ta façon d'en parler ou quoi, mais ouais, je sais pas. C'est deux joueurs qui sont similaires dans le jeu ou non, pas du tout, il y a des caractéristiques différentes. Ils sont quand même similaires. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu décrit par message Bellegarde à toi, Julien. Et c'est vrai que j'avais utilisé les mêmes termes. Et c'était l'avantage aussi à Strasbourg d'avoir deux joueurs, l'un sur le flanc gauche, l'autre sur le flanc droit, qui apportaient les mêmes choses. Je dirais que Morgan Sanson, alors là, on va sortir un petit peu du cadre du foot, on va parler un petit peu comportement. Je dirais qu'il avait les nerfs un petit peu moins solides que ceux de Jean-Regner Bellegarde. C'est quelqu'un qui n'a eu qu'un carton jaune
en 18 matchs à Strasbourg, c'est pas beaucoup, mais il s'est beaucoup énervé dans les derniers instants d'un match, quand le score n'était pas acquis et que voilà, les décisions de l'arbitre n'étaient pas en phase avec les siennes. Mais autrement, dans le jeu, c'est vrai que ce sont deux joueurs qui se ressemblent, tout en ajoutant que Bellegarde est sans doute un meilleur récupérateur qui va un petit peu plus au duel. Donc, Bah, donc pour moi, ça enterre définitivement la rumeur Bellegarde. Enfin bon, après, c'est juste un avis perso, encore une fois. Voilà. C'est surtout que si tu l'associes dans un milieu de terrain, il faut absolument que le numéro 6 derrière soit Boudaoui ou Youssouf. Si on part du principe que Rosario peut-être partira du club. C'est-à-dire qu'il a besoin quand même d'avoir quelqu'un derrière qui soit peut-être un peu plus affilié à l'aspect défensif. Du moins, je sais pas ce que tu en penses, Matt, par rapport à ça. Ben, moi, à propos de ça, je sais que Farioli a quelques schémas en tête qu'il utilise assez régulièrement, et dans ceux-là, il y a le 4-2-3-1. Et du coup, je voulais te demander si dans un 4-2-3-1, tu le voyais tenir dans un double pivot, ou est-ce que défensivement, ce serait peut-être un peu trop complexe, ou si tu voyais en tout cas des contre-indications à ce qu'il puisse évoluer dans ce poste-là. Pour moi, ce serait plutôt le brider que de le mettre dans un double pivot. Tu vois, si tu me donnes l'exemple du 4-2-3-1, je le verrais soit au milieu du 3, soit sur le côté du 3. Alors, on préfère tous, je pense, dans ce système-là, avoir deux vrais ailiers sur la ligne de 3, à gauche et à droite. Mais cette position d'ailier intérieur un petit peu, qui repique sur son bon pied pour faire des centres et des centres brossés, ça peut être une position qui peut lui convenir. Mais je le verrais plus au milieu de la ligne de 3 dans un 4-2-3-1. Je trouve que dans un double pivot, ça dépend de qui est à côté de lui. Mais ce serait... Alors, je pense qu'il pourrait s'en sortir, mais je trouve que ce serait l'empêcher d'exprimer toutes ses qualités. Ok. Ok. Les gars, Dorian, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant Morgan Sanson? Pas spécialement. Non, moi perso. On peut conclure sur Sanson. Dorian, de ton côté, Ouais, merci beaucoup. tu penses avoir fait le tour? C'était très complet en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup encore une fois de l'invitation. Vous dire une dernière chose, déjà bonne fin d'émission, parce que vous allez encore enchaîner sur le débrief du match hier face à Braga. Et puis vous dire que c'est vraiment une perte du côté de Strasbourg, que j'avais peur un temps de perdre Jean-René Bellegarde. Cette fois, Strasbourg perd Morgan Sanson. Le club voulait le garder. Patrick Vieira aussi, le nouvel entraîneur, voulait le garder. Les supporters voulaient le garder. Donc voilà, vous récupérez un joueur aimé de son club malgré le faible temps qu'il y a passé. Écoute, c'est noté, beaucoup de positifs en tout cas dans ce que tu nous as dit. On vous souhaite aussi une très bonne saison et aussi un bon début d'ère Patrick Vieira du côté du Racing Club de Strasbourg, en espérant pour vous que cela se passe un peu mieux que chez nous. Un grand merci Dorian. Je t'invite à quitter la room. Bonne continuation pour tes projets en tout cas. Et puis bonne saison au Racing. Merci beaucoup et bonne saison à vous. À bientôt. Salut. Merci à toi. Merci. Messieurs, on va passer. On est dans les temps, c'est incroyable. Il est 21h02. C'est parfait. Comme quoi, quand Romain arrive à l'heure pour le début de l'émission, ça change quand même vachement. Non, mais Romain, c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai. Ouais. Putain d'enculé que je suis à la bourre et tout. Putain. Messieurs, on termine par quelque chose. Plus ou moins agréable, c'est vous qui allez pouvoir l'analyser. Hier soir, l'OGC Nice a joué son 3e match de préparation contre le Sporting Club de Braga. Des éléments de contexte, c'est important. Le Sporting Club de Braga a joué son 6e et dernier match de préparation et va jouer donc son premier match de tour préliminaire de Ligue des Champions contre un club serbe dont j'ai oublié le nom, le 9 août prochain. Le match avait lieu au Portugal. Il y avait eu aussi un premier match hier matin c'était la B de Braga et les joueurs, on va dire plutôt le 11 bis de l'OGC Nice qui a gagné 1-0. L'OGC Nice a perdu 2-0 contre l'équipe portugaise. Messieurs, déjà première question, Matt. Ton ressenti par rapport au match. Là, je te parle globalement, malgré la défaite. Que penses-tu de la prestation de l'OGC Nice
par rapport au fait que, eh bien, on commence le championnat dans une quinzaine de jours? Bah, les boules. J'ai les boules. Parce que, comme tout le monde, je me mets devant le match. On fait une entame catastrophique, mais bon, jusque-là, c'est dans l'ADN du club. Et après, on a un moment où on se dit qu'en fait, Braga, pour cet OGC Nice-là, c'est pas insurmontable du tout. Moi, j'ai même cru un moment que ça y est, on avait passé ce cap, on pouvait dominer une équipe dans sa moitié de terrain. Et puis en fait, pas du tout, on en prend 2 parce qu'on arrête de jouer un peu. Et ça, franchement, ça me fait chier. Ce match me fait chier plus qu'autre chose parce que j'y ai cru dans un premier temps et j'en ressors, j'en ressors déçu à plein de niveaux. On aura le temps d'en discuter, mais que ce soit l'attitude, l'attitude un peu globale de l'équipe, même le choix des hommes, les timings de changement, il y a plein de trucs qui auraient pu être mieux faits selon moi, donc j'ai un sentiment de gâchis, on va dire. Tu parles effectivement du choix des hommes. On était quasiment sur un 11 type. Lotomba, Todibo, Dante, Bar, Youssouf, Thuram, Sanson et devant Boga, Laborde, Mofi. C'est ce qui semble être le 11 qui va démarrer la saison. Boudaoui étant blessé pour l'instant. Donc Youssouf a pris son poste au milieu de terrain. La déception prime dans ton ressenti, Matt, Romain, de ton côté. Alors, moi de mon côté, c'est difficile, mais je suis un peu d'accord avec Matt sur le début, c'est-à-dire que tu te mets devant le match, tu es content, je te dis que bah voilà, tu attends de voir quelques changements, au final tu as 10 minutes qui sont désastreuses, où clairement tu te fais chier quoi, à regarder le match. Après, tu as 20 minutes où pareil, c'est beau avoir joué, il y a de l'intensité, enfin voilà, ça va de l'avant. Et après, bah, gros trou noir. Bon, on s'en prend un. Et après la deuxième mi-temps, au final, moi, ce qui me fait le plus raquer dans tout ça, c'est que Braga a su profiter de nos erreurs et que nous, on n'est pas réussi à profiter de leurs erreurs, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Et au final, nos occasions, bon, elles sont venues un peu par Boga en première mi-temps. Mais après, quand tu regardes, en fait, je trouve que c'est quand même un petit peu brouillon. Voilà, ouais, ça reste. Après, attention, c'est un match de prépa, je tire pas de conclusion, mais ça reste brouillon. Tu as une passe en profondeur au bout d'un moment qui est contrée, donc il la met pile dans le bon tempo de qui? De Laborde, je crois. Je crois que c'était Laborde. Tu as des errances défensives de Braga qui peuvent nous permettre de revenir au score. Donc voilà, j'attends plus au niveau ouais, de la spontanéité offensive en fait, des transitions offensives, mais ça c'est un peu le problème qu'on a depuis, j'arrive même plus à dire le nombre d'années, mais c'est vrai que cette spontanéité offensive, on la retrouve toujours pas et c'est quand même frustrant quand tu vois le 11 qu'on aligne qui est loin d'être dégueulasse et j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui, bah voilà, on n'arrive pas encore à les utiliser, du style Mofi, Laborde, Thuram, voilà. Il y a certains joueurs, j'ai l'impression que voilà, il va falloir encore quelques entraînements pour huiler un peu tout ça. Alors, Nissar d'État nous dit, en dehors des 20 premières minutes intéressantes, c'était, il faut le dire, affreux, purée dans la construction, pêche de fou. Notre neuf qu'on ne sert pas, c'est triste comme performance. Écoute, moi je vais donner un peu mon ressenti. Je sais pas. J'ai trouvé que, on en a partagé pendant le match avec Matt, on a été attentiste en première mi-temps, alors qu'on aurait pu être beaucoup plus tranchant dans les transitions. Boga a fait mal, autant en première qu'en deuxième. On a souffert aussi, je pense, de l'absence de Boudaoui dans la première relance. Alors Youssouf dans l'intensité, dans la présence physique, il ne faut rien lui reprocher. Il y a aussi, on va dire, l'adaptabilité tactique, quand tu souffres un peu, de le faire redescendre dans la ligne de 3 derrière et en changeant ton dispositif tactique. Mais ça a été très compliqué dans la première relance. Maintenant, eh bien, on a quand même du mal à voir pour l'instant la patte Farioli. On ne va pas tirer sur l'ambulance, on est encore en préparation. Mine de rien,
Matt, tu faisais le comparatif. Alors, j'ai pas vu le match hein, du Stade Rennais contre West Ham. Alors, ils sont pas au même stade de préparation. Ils n'ont pas changé autant d'entraîneurs que l'OGC Nice. Bien sûr, le contexte n'est pas le même. Mais tu me disais que ça avait l'air quand même d'être quand même quelque chose. Bah, Donc, j'ai vu du foot, quoi, quand j'ai regardé Rennes-West Ham. Et puis j'ai vu des joueurs un peu, hein, mais c'est un peu ce que dit Romain. J'ai l'impression, j'ai vu des joueurs jouer dans leur registre. Putain, c'est pauvre. On a l'impression qu'il y a encore rien de mis en place. On n'a pas vu. Moi, ça m'a marqué quand je crois que c'est quand Diop rentre sur une des premières prises de balle direct, ça combine avec Thuram. On sait que les deux sont hyper potes et tout, mais à aucun moment Thuram initie les mêmes courses où on sent pas du tout je dirais la même chose avec Boga. Il y a pas de, ça vient plus d'une relation, j'ai l'impression perso entre deux joueurs que vraiment d'un fond de jeu qui est mis en place et ouais, enfin dans le jeu. Nice Ardetta le dit, mais la deuxième mi-temps, c'était pauvre. C'était d'une pauvreté affligeante, quasiment que de l'initiative individuelle. Pas de mouvement. Mofi très peu trouvé en pivot, dos au jeu, alors que putain, le mec, c'est un frigo américain, le truc. On l'a vu en plus, et le pire, c'est qu'on a vu des choses contre Montpellier qu'on n'a pas revues contre Braga. Et ça, franchement, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus emmerdé. C'est qu'on avait quelques débuts je vais pas dire d'automatisme, mais voilà, on avait une esquisse de comment pouvaient interagir les joueurs. Là, on l'a pas, on n'a rien retrouvé, j'ai l'impression. je vais réagir à un tweet de Club Nissa à l'issue du match qui se questionnait sur le dispositif tactique du 4-3-3. C'est vrai que pour l'instant, ça a été le dispositif choisi par Francesco Farioli. Moi, ça m'interroge aussi, alors non pas dans la globalité, je comprends, et puis on est dans une forme de continuité aussi par rapport à ce qu'a voulu mettre en place Digard sur les 6 derniers mois, et aussi le recrutement voulu, mais le rôle de Mofi, tu l'as dit, tu as commencé à en parler, et Babin aussi, alors non, Babin parle de Casper, on en parlera aussi de Casper Schmeichel, mais Mofi, alors on va pas parler de montant, hein, mais Mofi c'est 1m80, combien 1m90, 85-90 kg, c'est trop peu. C'est trop peu. Si on attend aujourd'hui que Mofi soit juste un attaquant de profondeur, bah il faut pas jouer avec un seul mec devant, quoi. Faut pas jouer avec un seul mec devant. Faut peut-être mettre quelqu'un de plus proche. Faut peut-être réaxer Diop pour le mettre, on va dire, derrière Mofi, un peu comme on avait vu à Bollaert lors de la victoire 1-0. Ça avait plutôt bien fonctionné. Moi, je me pose la question parce que le match de Mofi, alors, encore une fois, on va prendre des pincettes. L'idée, c'est pas de le dégommer ce soir. Mais vraiment, vraiment, c'est compliqué. Techniquement, on le sait que c'est compliqué. Mais alors, c'est pas possible de ne pas pouvoir se reposer sur notre numéro 9 quand on a du mal à construire. Se dire, ouf, notre numéro 9, il va nous faire, on va dire, une petite remise poitrine ou une petite déviation, etc. Ça va nous faire respirer et on va enclencher quelque chose. Là, je suis désolé pour lui, mais c'est comme si on n'avait personne. Alors oui, on a eu des frissons sur sa reprise de volée qui a flirté avec la barre transversale. Romain, est-ce que dans mon jugement, je suis dur envers Mofi ou est-ce que tu te poses la même question par rapport au dispositif choisi, à l'avenir du moins? Non, 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 parce que je l'ai dit sur Avantinissa ce matin. Mofi, tu sais que, enfin pour moi hein, en tout cas, la technique pure, c'est pas le joueur le plus, voilà, enfin, il va être des fois un peu emmerdé dans certaines situations avec le ballon. Mais par contre, comme le disait le commentateur du match, là, il y avait énormément d'espace dans le dos. On n'a jamais essayé de passer dans le dos, ou ça a été très rare. Peut-être une ou deux fois, ça a été des scuds à l'autre bout du terrain. Mais par contre, Mofi, depuis le début qu'il est à Nice, on joue pas forcément ouais, sur ses qualités. Et pour moi, un mec comme ça, tout seul devant, il faut qu'il soit. Enfin, moi, je le compare un peu, parce que quand ça marchait, quoi. On avait un Balotelli, donc qu'on l'aime pas, hein, mais le mec, il savait au bout d'un moment revenir au milieu du terrain, demander le ballon, orienter le jeu. Certes, il le faisait quand il en avait envie, mais quand il le faisait super bien.
Et aujourd'hui, un neuf tout seul, faut qu'il sache faire ça. Mofi, tu peux pas lui demander de faire ça. Enfin, moi, en tout cas, je le vois pas comme ça. Je le vois pas. Ouais, peut-être qu'il va pouvoir aller faire remonter le bloc, mais après, dans la transition, ça va être un peu compliqué. Enfin, moi, je le trouve, depuis qu'il est chez nous, je trouve que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de voir un Mofi épaulé par un Laborde qui puisse lui permettre de créer des espaces. Un Laborde, tu sais qu'il va courir de partout, il va demander le ballon, mais après, libérer des espaces derrière lui. Là, aujourd'hui, notre jeu, il est trop lisible, et heureusement qu'on a Boga qui arrive, mais il est trop lisible. Tu sais que tu peux marquer qu'en mettant un ballon en profondeur à Mofi que tu fais jamais parce que tu ne peux jamais le trouver parce que c'est le seul mec. Enfin, je sais pas, je trouve notre jeu de toute manière stéréotypé à mort. Ces passes derrière, j'en ai ras le cul. Et on n'a jamais quelqu'un, et c'est pour ça que j'attends beaucoup de Sanson. On n'a jamais ce mec qui va par une passe, comme on l'avait peut-être avec Seri à l'époque, mais par une passe trouver ce fameux décalage sur Boga, cette passe en profondeur pour Mofi. Enfin voilà, les seules passes en profondeur qu'on a eues pour Mofi, c'est Dante qui lui a mis. Putain, faut arrêter quoi. Au bout d'un moment, Tribune je en peux bien, plus. mais. Hein? En tribune en plus, il les lui a mises. C'était dur, hein, Ah, Dante, là, en ah, profondeur. ah non, non, mais je te parle même pas de ce Ah, sur match, la je te saison. parle sur la saison dernière. Au final, les seuls ballons en profondeur qu'il a eu, voilà, c'est Dante qui lui a mis, quoi. Donc, c'est même pas un milieu de terrain. Enfin, au bout d'un moment, faut qu'il y ait ce truc. Donc, c'est pour ça que je veux pas tirer à boulet rouge sur Paris-Oli, parce que c'est carrément pas le moment, parce que c'est que le début. Mais c'est vrai que ce match, je m'attendais à voir une amélioration, comme on a pu l'avoir à Montpellier, comme le disait Matt. Et, et voilà, voir un petit quelque chose en plus, voir qu'il y a une évolution. Et c'est vrai que là, je reste un petit peu quand même sur ma faim, quoi. Mais ouais, un dernier truc pour utiliser Mofi, en fait, ce qui est vraiment rageant, c'est qu'on a l'impression que rien n'est fait. Un truc qui serait complètement capable de faire, parce qu'il y a plein de fois où l'occasion se présente, on se retrouve souvent avec nos latéraux sur la phase de relance, quand on est dans notre moitié de terrain, ils arrivent à 30-35 mètres, ils sont bloqués, ils n'ont pas de solution. Tu as un Mofi qui décroche pour faire une remise dans une touche au 8 qui est de ce côté-là, et derrière, tu as l'ailier opposé qui part en profondeur. C'est un truc, enfin, je pense qu'on a tous fait l'école de foot, pour ceux qui ont fait du foot. Là, je sais que, global, dans les fans de foot, 90% de footeux. Moi, je me souviens d'un coach que j'avais quand j'étais jeune qui nous faisait à peu près bosser ce genre de choses. Et C'est il se qui? c'est toi? Voilà, il faut Incroyable. pas être Farioli, il faut pas être Farioli pour Non, faire ce genre de truc. non, mais oui, parce que en fait, c'est tellement basique au final que, ouais, c'est du basique. C'est un classique, on le voit pas. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on le voit pas à l'OGC Nice, on l'a pas vu même avant, on l'a pas vu avec Delors, on le voit pas avec Mofi. Je veux dire, c'est fou. Et puis en plus, c'était pas comme si c'était des mecs qui étaient manchots. Je veux dire, pour moi, un mec qui part en profondeur comme Boga ou comme Thuram, mais c'est terrifiant pour l'équipe adverse. Courir après un mec comme ça, c'est un calvaire. T'as une chance sur deux de faire faute. Déjà, va le rattraper, faire faute. Et si en plus t'as Mofi qui arrive en trailer, comme au basket un peu, mais dans un deuxième temps, mais il arrache tout. Je veux dire, tu mets un ballon, il arrache tout. À la Haaland, alors ouais, c'est pas sexy, mais tu joues sur ses qualités et sur ses 80 kilos dans la course, tu vois. Je suis assez partagé par rapport à ce que tu dis, Matt. Je suis d'accord pour dire que effectivement, il faut jouer sur ses qualités et on a réussi à le faire sur certains matchs. Je pense que le meilleur exemple, c'est le match au Louis II où on avait un bloc monégasque qui était assez haut et Mofi qui a fait danser Disasi et la défense centrale monégasque pendant tout le match. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on se dit vraiment, Mofi, c'est un attaquant de profondeur? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour, on va dire, euh, considérer que l'attaquant numéro 1 de l'OGC Nice qui a été recruté pour 30 millions d'euros est uniquement un attaquant de profondeur. Aujourd'hui, si on joue en 4-3-3, eh bien, l'attaquant doit être capable de faire plus et de faire mieux. Aujourd'hui, techniquement, c'est pas incroyable ce qu'il nous propose. Il doit progresser dans le petit jeu avec une carcasse pareille, mais ça fait des mois et des mois qu'on dit ça. C'est pas possible de ne pas pouvoir garder un ballon sur on va dire un jeu de haut but. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adapte un dispositif peut-être pour apporter un peu de présence
pour qu'il puisse, on va dire, être moins esselé. Hein. C'est ce que fait Laborde quand il joue sur un côté. Hein. Plus ou moins. Enfin, hier, je l'ai trouvé quand même assez loin. Mais sur certaines séquences, on a vu un Mofi, il faisait peine, quoi. Totalement esselé. Boga et Laborde qui étaient beaucoup plus bas. Et Mofi qui faisait un peu le pressing. Donc, bon, est-ce que vous voyez déjà peut-être une adaptabilité tactique ou est-ce que tout simplement on est sur, eh bien voilà, Mofi, on a peut-être les limites aussi du joueur, Romain ou Matt, hein, peu importe. Non, mais tu Non, peux. mais en fait, Vas-y. vas-y, Matt, si tu veux. Non. Bah ouais, donc honneur à la vieillesse. Non, mais après, déjà, pour répondre à ce que tu dis, pour moi, dans le jeu que veut Farioli, ou sinon je comprends pas, mais déjà, oui, tu ressors propre de derrière, etc. Mais après, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait de l'explosivité. Et l'explosivité, tu l'as par Boga et par Mofi. Mais si cette explosivité, tu la cherches pas, qu'on fait. Et tu as recruté Mofi pour ce côté explosif. Je suis sûr que Nice ne l'a pas recruté pour ses qualités de pivot. À Lorient, il a fait le 1000, mais pas en tant que pivot. Il a fait le 1000 parce que il avait ce fameux jeu en profondeur et tu uses une défense. Quand tu sais bien l'utiliser, quand tu vois le monstre que c'est, au bout d'un moment, tu fais une course derrière lui, deux courses, trois courses, je te dis que le défenseur, au bout d'un moment, il va tirer la langue. Et aujourd'hui, d'après moi, c'est ce qu'on recherche, mais seulement, tu n'as pas ce côté explosif. On est toujours en train de mijoter, quoi. On mijote, on mijote, mais il n'y a jamais d'ébullition. Donc, au bout d'un moment, il faudrait que, ouais, faut changer un truc. Et pour moi, un point enfin, voilà, qui est assez important aussi, c'est que Lotomba, il est gentil, hein, et il a fait une super deuxième partie de saison. Mais aujourd'hui, il faut mieux sur les côtés, il faut mieux. J'ai vu une ou deux fois Braga qui a combiné entre le milieu, l'ailier et le latéral. Putain, mais ça fait mouche, quoi. On était mais perdus. Mais nous, tu as Lotomba qui, moi, je l'ai trouvé très, très bas sur le terrain. Et à la limite, celui qui m'a le plus plu, c'est Barre, parce qu'il a essayé de faire quelques montées et il a réussi à faire deux centres. Alors, dans un match, réussir à faire deux centres pour Barre, je pense que c'est à noter. Et quand il a réussi ces deux centres, je me suis dit, putain, alors ça, je ne vais pas l'oublier parce qu'il faut que je le ressorte. Mais en tout cas, voilà. Et lui, il est monté un petit peu. Enfin, il a été un petit peu meilleur que ce qu'il a été les deux premiers matchs. C'était pas dur en même temps. Mais voilà. Mais ce qui manque, franchement, c'est que ça explose, mais même de derrière, quoi. Si t'as je sais, un Attal toujours blessé et tout, mais putain, t'as un Attal et un Ait Nouri, et en plus t'as un Boga et un Laborde qui peut se réaxer, un Mofi, mais laisse tomber, tu fais peur à tout le monde. Mais aujourd'hui, tu fais pas peur à grand monde parce que c'est triste et c'est mou. Voilà, c'est très mou. Alors, Matt, vas-y, je te laisse la parole. Pour continuer dans cette idée, un qui m'a plu hier, parce qu'on est dans le registre voilà, de joueurs qui explosent, qui passent devant, et on parle des centres de Barre. Il a failli nous faire une Ramsey avec un but sur son premier ballon, Sanson, sur un centre de Barre, je crois, justement. Putain, le gars, il y a un 8 qu'on retrouve dans la surface. Ça aussi, c'est un truc qui nous manque. Nos 8, nos milieux relayeurs se projettent pas assez, et on a des fois où t'as des espaces béants entre le central et le latéral, parce que Mofi, t'es obligé quand même de rester proche de son cul, mais putain, t'as des brèches avec des mecs dangereux comme Boga que les latéraux doivent garder à l'œil. Un Thuram, il doit s'engouffrer, et pareil, il doit user les défenses. On va avoir besoin d'un gros volume, de beaucoup de débauche d'énergie, je pense, pour faire fonctionner cette équipe. Mais il y a tout qui est réuni. Et moi, c'est un petit peu ce que je vois comme point positif. C'est que Ghisolfi est en train de construire un effectif qui fait du sens. Alors, ça parle sur le chat Super06200 qui nous dit Laborde, très faible techniquement. Alors, c'était Craps, il me semble, sur le chat qui voulait parler de la rumeur Laborde. Alors, personnellement, je ne l'ai pas vu passer. Mais est-ce que pour vous, je vais englober la question sur Laborde, est-ce que pour vous, Laborde sera titulaire au poste de ailier droit à l'OGC Nice? Parce qu'il a eu quand même une des plus grosses occasions, si ce n'est la plus grosse occasion, hier.
On l'a vu intéressant sur la deuxième partie de saison. On connaît ses qualités, on connaît ses limites aussi. Mais quand on voit un Boga sur l'aile gauche dans un vrai profil d'ailier, est-ce que justement ça ne reflète pas aussi le manque criant qu'on peut avoir à ce poste d'ailier droit, à savoir un manque de percussion, un manque de vitesse, un manque de technique? Est-ce qu'on va faire toute la saison avec Gaëtan Laborde à ce poste-là? En fait, c'est ce qu'il disait tout à l'heure le collègue, la Data. Ce qui est bien, c'est que tu peux alterner. À gauche, tu as la percussion, et à droite, tu as un côté où, on va dire, tu vas être peut-être un ailier ou un faux ailier qui va peut-être plus réaxer, etc. Ça peut varier le système de jeu. Et comme il disait, un Boga qui centre, un Laborde qui est bon de la tête, Mofi aussi, tu vois, ça peut amener quelque chose. Après, je pense qu'il faudrait avoir quand même sur le côté droit un mec qui puisse percuter pour justement enfin, tout dépend de l'adversaire que t'attrapes, pour pouvoir un peu amener un truc en plus. Et après, voilà, jouer toute la saison avec 2 ailiers percutants, ça peut être bien, mais comme ça peut être bien aussi de jouer avec un Boga et un Laborde qui peut faire varier le jeu de l'OGC Nice si pendant le match, admettons, le mec il veut jouer peut-être avec 2 attaquants, lui peut réaxer, un Sanson qui peut se mettre à droite, comme l'a dit le Dorian. Donc voilà, ça t'offre peut-être un peu plus d'alternatives, peut-être. Je sais pas. Matt, ton avis? On a parlé effectivement de la rumeur. Alors, encore une fois, on n'est que sur une rumeur, mais Ricardo Pereira dans un poste peut-être un peu délié. On sait aussi qu'il y a Badreddine Bonani derrière, qui est la doublure pour l'instant attitrée de Laborde. Est-ce que tu partages l'idée selon laquelle il faut équilibrer un peu les deux côtés avec un joueur peut-être moins branché sur la percussion et la vitesse, ou alors prendre le risque peut-être de se mettre Laborde à dos et le considérer comme une doublure à droite et une doublure de Mofi dans l'axe? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je me pose la question depuis le début des matchs amicaux. J'ai pas du tout la réponse à ce niveau-là. C'est vrai que sur les quelques phases où j'ai vu Boga, tu sais, vraiment percuter quasiment jusqu'à la ligne de sortie de but et centrer deuxième poteau, je me dis putain là t'as un Laborde en chien galeux qui arrive et qui coupe ça, ce serait parfait. Après, franchement, c'est pauvre dans le jeu, c'est limité. Donc j'ai pas la réponse. Moi, un truc que j'aimerais en tout cas, il nous reste quelques matchs de préparation. Que Farioli peut-être nous tente un nouveau schéma tactique. On voit un schéma à 2 pointes. Je sais pas, quelque chose, n'importe quoi, mais qu'on voit des tentatives parce que Laborde ailier droit, ça peut fonctionner. Il a marqué beaucoup de buts la saison dernière dans cette position. Donc il y a un monde où ça existe. En plus, voilà, aujourd'hui, avoir des équipes asymétriques, c'est monnaie courante. Mais après, oui, bien sûr, si tu te rajoutes une option différente derrière Laborde avec un Ricardo Pereira qui peut t'apporter du centre, qui peut t'apporter complètement d'autres qualités, on dira jamais non à ouvrir notre éventail de possibilités. Je pense qu'on peut pas se le permettre, pas du tout. Tazem06 nous dit 4-2-3-1 avec Diop en 10. Alors, s'il y Alors, avait à changer Diop, quelque chose, je partirais là-dessus avec un Diop beaucoup plus axial et proche de Mofi. ouais, Diop, il y a un dossier par contre là. Il est passé où hier? C'est normal qu'on fasse que 20 minutes avec Diop. C'est le meilleur joueur de tes 2 premiers matchs. Il a joué Il a joué le. matin. Ouais, il me semble. Hein. Ok. Donc on le considère comme dans l'équipe 2. Je... Ouais. je... Moi aussi, ça m'a un peu choqué. Non, mais intuition, je pense que c'est uniquement dans une logique de conditions physiques, tu vois. Il n'y a pas de première ou deuxième équipe de toute façon. Enfin, je veux dire, Diop, au prix auquel il a été acheté et au talent qu'il a, enfin, je le vois pas comme étant une doublure de Thuram au milieu de terrain ou de Boga sur un côté. Enfin, je sais pas, par rapport même au football voulu par Farioli. Bon, je pense pas qu'il faille interpréter quoi que ce soit par rapport à ça.
Tout comme le fait de ne pas avoir vu Atal hier soir, c'est logique quand tu sais qu'il a, je crois, joué l'entièreté du match hier matin. Alors du coup, Ouais, question, parce que tu parles d'un 4-2-3-1 ouais. avec Diop en 10. Tu mets qui dans le double pivot? Non, tu mets qui partout? Bon, j'imagine Boga à gauche, Mofi en pointe, mais le reste, comment tu fais fonctionner ça? C'est risqué. Moi, la question, c'est surtout le double pivot. Parce que pour moi, dès lors que tu mets un mec comme Thuram dans un double pivot, c'est risqué. On l'a vu ce que ça a donné sous Favre en début de saison dernière. Boudaoui, j'ai peut-être un peu moins de doute. Mais Thuram dans un double pivot, je suis pas sûr que ça le mette réellement à l'aise. Sanson, ça peut peut-être le faire, mais comme l'a dit Dorian, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Pablo Rosario. Non, c'est Non, mais Youssouf, à la limite, oui, tu fais un Youssouf, double ouais. pivot Youssouf Boudaoui, là, oui, tu casses des tonnes de gueule. Sauf que là, ça te pose un problème. Tu te mets une balle dans le pied pour Thuram et Sanson. Sanson qui vient d'arriver et Thuram qui est peut-être la plus grosse valeur marchande de l'effectif, même si ça s'est pas trop vu. Je sais pas si vous voulez en parler peut-être, mais on va en parler de la performance de Thuram sur le match ou on va attendre le début de la compétition officielle? Romain, ton avis sur la performance de Thuram hier soir? Romain? Romain a disparu. Eh bien, je vais répondre à la place de Romain. J'ai eu la douloureuse impression de voir un joueur qui s'économisait en vue d'un potentiel transfert. Là, aucune info encore une fois, hein. C'est pas moi qui vais vous sortir quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est au petit trot. Il y a eu quelques ballons interceptés en première mi-temps, on va dire un bon placement. Mais alors le reste, ouais, c'était très 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 tendre. J'ai senti aussi, je sais pas ce que tu en as pensé Matt, que physiquement, on a eu beaucoup de mal à terminer la première mi-temps. Que ce soit même, tu vois, des mecs comme Todibo, comme Lotomba. Là, j'ai eu le sentiment en tout cas que c'était compliqué. C'est pour ça que la deuxième mi-temps, à mon sens, il y a eu, c'était très calme parce que aussi il y a eu très très peu de changements quand tu y penses. Mais effectivement, tu rames. Encore une fois, hein, pas l'envie de tirer des conclusions hâtives, hein. Mais bon, la pépite, le crack de l'OGC Nice se laisse attendre. Qu'as-tu pensé de sa performance, Matt? J'ai pas l'impression qu'il ait joué ce match. J'ai l'impression qu'il s'est fait un petit plaisir quand Diop est rentré. Ça l'a réveillé de jouer avec son pote. Mais je dirais service minimum, ouais. Mais difficile à savoir parce que manque de physique, parce que c'est pas le seul qu'on ait l'impression devoir faire le service minimum, tu vois. Donc difficile de lui tomber dessus. Mais pour moi, c'est vraiment ouais, ça va vraiment être difficile. Ça va vraiment être un sujet dans l'effectif cette année parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de Après, joueurs et il la, sera pas indiscutable. la fin de saison, la blessure, l'euro, le fait qu'il soit arrivé un peu plus tard dans la préparation, c'est des éléments de contexte que nous rappelle Thomas. On va demander l'avis de Romain qui est de retour. Pas de Il y a retour. un sujet, alors qui vient de repartir, du coup c'est un peu embêtant. Bon, Thuram, on verra. Quoi qu'il en soit, vu comment ça nous a été présenté, on a mis un peu des paillettes, je pense, hein, dernière saison. Voilà, peut-être enfin la saison de l'accomplissement pour le joueur avant peut-être un gros transfert et une sélection en équipe de France. Voilà, on parlait tout à l'heure du Stade Rennais, un mec comme Enzo le fait, typiquement part avec des longueurs d'avance, ne serait-ce que par rapport à sa saison avec le FC Lorient. Quoi d'autre, Matt, par rapport à ce match? On a parlé de Mofi, on a parlé des bons débuts de Morgan Sanson et de Jérémy Boga. Physiquement, est-ce que tu es d'accord pour dire que ça tirait un peu la langue ou j'essaie de trouver des éléments justifiant la prestation un peu quelconque de l'OGC Nice? Non, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'on a peut-être un peu manqué de fraîcheur. Après, tu l'as rappelé en début d'émission, Braga est sur la fin de sa préparation. C'est l'Europe qui les attend assez rapidement. Nous, on a encore, je crois, 2 matchs, c'est ça, avant Lille.
Donc on n'est quand même pas du tout dans les mêmes temps de passage. Malgré tout, que le mec le plus frais sur le terrain, ce soit Melvin Barr, ça m'emmerde un peu. Parce Je que le c'est quand dis, même... je le dis, parce que je l'ai dit, je l'ai dit sur une conversation WhatsApp. Je le dis, on est le 30 juillet 2023. Si on considère Lotomba sur la saison dernière comme le joueur ayant le plus progressé, donc pour les suiveurs NBA, le Most Improved Player, eh bien je le dis, Melvin Barr la saison prochaine, ce sera le Most Improved Player, MYP. Voilà. C'est enregistré, c'est dans la boîte, je le dis. Tu peux continuer, Matt. Faut clipper ça, hein, parce que j'ai hâte de voir ça. Ça y est, Pancho, il a vu J'y réussir crois, deux dur comme centres. fer. Troisième saison, c'est bon, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne. C'est ça, il a passé l'été à bosser les centres. Il a pris en masse aussi. Ah, il a pris en masse, c'est abusé. Bah, on va suivre ton call. T'avais raison pour Rosario, défenseur central. Et qui sait, peut-être que ce sera ta vision d'oracle de la saison. Là, pour l'instant, je le vois pas tellement d'essais. Je le vois surtout 8 millions à la Z. Ce serait une aubaine, hein, Ce pour le serait coup. 8 millions à la Z. Ce serait incroyable, 8 millions à la Z. Un braquage. Vas-y, Matt. Et bon, non, sur ce match, en vrai, pas grand-chose. Avec ce match du matin, j'ai l'impression que ça fausse un peu les cartes pour une quelconque analyse. Du coup, difficile, mais je trouve que ce match a posé plus de questions que ce qu'il a donné de réponses. La seule réponse qu'on a eue, c'était les 2 recrues. Alors c'est très encourageant. Boga, on a eu à peu près tout le registre, hein, que nous a décrit Damien tout à l'heure, c'est Daniel. DataFoot. Daniel. Damien, c'était sur Sanson. Mais voilà, on a vu tout le registre du joueur à peu près. Ça fait combien de temps qu'on a pas eu un joueur de 1 contre 1 comme ça? Une chose est sûre, il va nous faire du bien. Sanson, j'ai trouvé hyper cuit physiquement. Il a pris beaucoup de coups, mais on sent que c'est le genre de joueur qui va plaire à Nice. Et surtout, moi j'y vois un truc, Sanson, j'ai l'impression de voir un 2 en 1. J'ai l'impression qu'il va remplacer à la fois Lemina et à la fois Ramsey. Ramsey peut-être un peu plus sur le côté technique, voilà, sur ce qu'il va nous apporter. Projection dans la surface. Et puis cette espèce de régulateur au milieu de terrain qui vient vraiment te donner le tempo, qui va distiller un peu le jeu. Et Lemina pour le côté niaque, pour la relation un peu avec le public, le premier tacle au genou de Morgan Sanson. Je pense que l'Alliance va adopter un nouveau chouchou. Ça, ce sera mon pari sur la saison, le chouchou du 11, Morgan Sanson. On lui souhaite d'éviter les blessures et de jouer un maximum de matchs. Mais... Puis avec ses années montpelliéraines et ses années marseillaises, je pense qu'on a l'apport en joueurs méditerranéens. C'est ça, ça c'est la Méditerranée. Ouais. Voilà, on pense à la Méditerranée. Romain, tu es de retour? Ouais, je suis là. Il est en voiture. Romain, on se garde le meilleur pour la fin, puisqu'on n'a pas encore abordé quelque chose, Matt. Kasper Schmeichel. Alors, mea culpa. Comme beaucoup de supporters, lorsqu'on est devant un match, on est guidé par les émotions. Mais hier soir, c'est pas possible. La frappe de Ricardo Horta, là j'expose mon avis. La frappe de Ricardo Horta, elle est belle, d'accord, mais le saut, c'est pas possible de faire un saut comme ça à ce niveau, à ce niveau-là. Il ne décolle pas ses pieds, ses jambes de terre. C'est-à-dire que le mec, il est ancré, quoi. C'est bétonné, c'est pas possible. Et le deuxième but, bon, allez, 50-50 entre ACM et Schmeichel, même si, au même titre que la relance de Schmeichel au Parc des Princes sur Melvin Barr, on avait dit oui, les préceptes de Lucien Favre, etc., etc. Tu m'enlèveras pas de l'idée que le gardien qui a le jeu devant lui doit être capable de savoir si, en faisant une passe, il met son camarade en difficulté. Romain, j'ai exposé vraiment avec mon orientation le match de Schmeichel. J'allais dire, c'est pas une nouveauté, mais si l'argument jeu au pied est un argument qui doit être en faveur de Kasper, là, sur ce match d'hier soir, ça a été compliqué. Il n'y a pas que sur ce match. Hein. Il y a plusieurs matchs où les jeux au pied, il te fait tout le temps une ou deux dingueries par match. Là, on dit, les torts sont partagés. Ok, le contrôle est dégueulasse,
Mais Schmeichel, en rien et en aucun cas, il a l'affaire à Claude Maurice. D'une, parce que c'est pas ce que veut Farioli, parce que c'est pas au gardien de casser les lignes. Mais par contre, on voit au bout d'un moment sur la vidéo que l'attaquant est aspiré. Donc, ok, il vient vers Schmeichel. Et Schmeichel a quand même le temps de la transmettre à Dante. Donc, certes, c'est risqué, mais c'est pas plus risqué que faire une passe à 40 mètres, plein axe, à Claude Maurice, quoi, et envoyer un boulet de canon. Donc ouais, moi, je sais que sur Twitter, on m'a dit, ouais, mais Schmeichel, il est meilleur que Boulka au pied. Moi, en tout cas, Boulka, de ce que je peux en savoir, c'est qu'aux entraînements, il est loin d'être dégueulasse au pied. Et deuxièmement, pendant les 2 matchs de prépa, je ne l'ai pas vu faire une boulette au pied. Je l'ai même trouvé plutôt serein parce que je pensais que c'était trop rigide, Boulka, mais au final, je l'ai trouvé plutôt serein au pied. Et voilà, donc si en plus Schmeichel il fait comme l'année dernière à s'entraîner une fois toutes les 36 du mois, bon ben voilà, il n'y a pas de débat à avoir et il ne faut pas perdre un Boulka et voilà. Mais en tout cas, très très il mérite. Parce qu'entre ça, entre la passe qu'il essaye de faire et puis au final il tire sur le tibia de Banza, l'arrêt, enfin le plongeon comme tu dis, je ne demande pas à ce qu'il la sorte, mais au moins de tenter de sauter, quoi. Je t'assure, je t'assure. Alors, encore une fois, on n'a pas été professionnel. On a chacun, je pense, de nous joué au foot. Je pense que s'il décolle ne serait-ce qu'un peu, il la sort. Il la sort parce que la frappe, elle est sèche. Elle est pas non plus dans la lucarne. Elle est à hauteur, on va dire mi-hauteur. Mais je sais pas. Après, encore une fois, on n'est pas des comportementalistes, hein, mais est-ce que on n'interpréterait pas ça aussi comme, on va dire, un joueur qui se sait peut-être non désiré ou pas. Est-ce que après, bon, encore une fois, on paye les erreurs de l'été dernier, mais à son salaire, avec son âge, etc. On sait que ça va être compliqué de trouver preneur. Comment on doit se positionner, Matt? L'idée, c'est pas de tirer des conclusions définitives sur ce qui s'est passé hier soir, mais c'est que bon, c'est notre gardien depuis l'année dernière. Il a été à la tête de la deuxième meilleure défense de France. Ne l'oublions pas. Il a fait ses matchs. Ne l'oublions pas. Mais entre son salaire, son âge, son manque... Moi, je trouve que le problème, c'est le manque de sérénité, en fait. C'est-à-dire qu'il peut... Exactement, ouais, En j'allais y fait, venir. il peut te sortir des matchs. Il peut être bon dans le jeu au pied. Mais le manque de sérénité, mais j'ai jamais connu ça. Même quand on s'est tapé des Véronèse, des Joris Del, etc. Je me souviens, enfin, j'abuse peut-être un peu, hein. Mais, Ouais, peut-être. Grégorini à la limite, mais ouais, non, mais Grégorini, attends, tu rigoles, mais il a fait quand même ses matchs. Mais, ouais, mais on parle de sérénité, et à l'époque, on sentait que ça tremblait des genoux quand même derrière aussi. Mais non, mais ouais, donc, ouais, c'est ce que. Deux choses, enfin même trois, trois choses. On a beau être la deuxième défense de Ligue 1, on a l'air d'être parti pour la même charnière centrale que la saison dernière. Et putain, il hurle dessus, je crois dès la 3e minute de jeu avec Todibo et rebelote 3 minutes plus tard avec Dante. Ils parlent pas la même langue. Footballistiquement parlant, au-delà du premier degré, hein, mais footballistiquement parlant, tu sens qu'il y a beaucoup plus de complicité avec Boulka et c'est trop important. C'est trop important d'avoir un joueur, en particulier ton gardien, qui va pas catalyser le stress de l'équipe. Deuxièmement, c'est le dernier, je pense, joueur de l'effectif qui symbolise un peu le mercato version Ineos, Moody, Brailsford, tout le bordel. Il reste que lui, parce que bon, on peut dire qu'il reste Diop et Laborde, mais je vois plus ça comme des coups d'opportunité de mercato qui font en tout cas vraiment du sens avec notre recrutement, que c'est cette espèce de recrutement made in Premier League fait à l'arrache la saison dernière qui n'a rien donné. Et donc ce serait pas plus mal au final d'en finir avec ça. Et dernier truc, il sort sur la fin du match, Schmeichel, remplacé par Boulendi. Boulendi. Est-ce que ça ressemble pas
un move de coach en district de ton joueur, il fait une dinguerie. Monsieur l'arbitre, changement, il sort parce que, comme le disait Romain, il viole un principe de jeu de Farioli, ça fait but, et je crois 5 minutes plus tard, le mec sort. C'est vrai que le On- timing, alors peut-être que c'était prévu et là, notre argumentation ne tient pas debout, mais Exactement. il sort sur l'action qui suit, hein. Ouais, je crois, c'est vraiment, il se passe très peu de temps, et donc peut-être, je sais pas si quelqu'un dans le chat a l'information, si vous avez vu, alors je vois des éternel respect à Gregorini, ça- Moi, ça me fait plaisir de lire ça, hein. Franchement, je te le dis. il y a des idoles Mais, dans le chat, mais mais, s'il y mais en a qui ont l'info, est-ce qu'ils ont vu, tu vois, Boulendi aller s'échauffer avant le but? Parce que si c'est pas le cas, ça souffre aucune ambiguïté, quoi. moi, je pense quand même que au-delà de tout ce qu'on peut penser et croire sur Schmeichel, n'oublions pas quand même qu'avant l'arrivée de Schmeichel, on avait un gardien qui était certes, on va dire, critiqué sur certaines choses, quoique il avait quand même vachement progressé au pied et dans les airs. On s'est quand même séparé d'un Walter Benitez librement, en apprenant à 3-4 journées de la fin qu'il y avait une clause dans son contrat qui ne permettait pas une extension de celui-ci. Voilà, on s'est séparé d'un gardien, d'une, d'une valeur sûre de Ligue 1 qui a été nommée une ou deux fois dans les trophées UNFP du meilleur gardien, librement, pour récupérer un mec sans doute plus payé que lui, plus vieux, avec on va dire une certaine, comment dire, un certain comportement pas propre au professionnalisme et pas propre à la vie de groupe et à la cohésion. Enfin, je veux dire, ça part de là aussi, hein. Ça part du départ de Benitez qui a été géré d'une manière absolument ubuesque et le recrutement de Schmeichel qui est le plan B d'un Sommer qu'on n'a pas réussi à faire. Enfin, tout ça pour dire que l'été dernier, on s'est libéré d'un certain nombre de joueurs et d'une masse salariale, hein, mine de rien. Je ne sais pas si vous avez vu l'info passée qui a été publiée par Bertino. On est à 1,2 million, 1,3 million mensuel libéré, ce qui est quand même vachement intéressant sur le papier. Mais on payera encore, je pense, peut-être une année supplémentaire le mercato cataclysmique fait par Ineos et par notre cher Yann Moody. Donc peut-être, Matt, on en a parlé un peu dans l'émission, on va terminer par quelque chose de positif. Euh, Si tu vois quelque chose peut-être à rajouter sur le match, à la limite, parce que ça ne concernera pas le match. Je te laisse commencer. Je vais y réfléchir parce Voilà, que sur le match, je pense que voilà, on a fait le tour. Il y aura deux matchs supplémentaires de l'OGC Nice. Alors, je crois qu'on joue Villarreal et on joue, si vous avez l'info, Fiorentina, je crois, non? Fiorentina, le fameux tournoi en Angleterre. Si- Vas-y, Matt. J'ai un point positif. On l'a abordé brièvement, mais l'arrivée des deux recrues. Ça s'est fait silencieusement, ça s'est fait Mm. rapidement. Mon Dieu, que les annonces sont belles. Et je retrouve un pattern avec Ait Nouri. La première rumeur qui sort, c'est fait. Accord total. Si on peut avoir une petite visite médicale demain et l'annonce à 23h lundi soir, tu vois, sans déconner, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, en termes de points positifs, j'ai envie de dire la gestion de Ghisolfi, Ouais. hyper rassurant. On est un peu deux camps. Alors, Ghisolfi, c'est une pipe, confiance en Ghisolfi, il n'y a pas d'entre-deux. Et il est en train de mettre tout le monde d'accord, j'ai l'impression. On nous parle Un du point positif, un point dans le positif, chat, je le, vois le short le short noir. noir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En espérant qu'il fasse de même peut-être pour le maillot domicile, ce serait une bonne chose. Mais effectivement, je te rejoins là-dessus et la passe décisive, elle est toute trouvée concernant Ryan Aït-Nouri. Mais c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux de manière générale, je pense, hein, peut-être Twitter en premier lieu, on est totalement acculé par les rumeurs et ça a été, je pense, le pic, ça a été l'été dernier avec une absence totale de direction sportive. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est plaisant, qu'est-ce que c'est plaisir aussi de retrouver ce goût d'ailleurs, c'est Javier Ribalta, un des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Alors, oui, je vous invite à lire son interview chez Les Réservistes. Il parle de ça, justement. Il forme le duo avec Longoria et il parle du fait qu'il adore
ce côté eh bien, surprise, que personne ne soit au courant et que eh bien, voilà, personne n'a annoncé Sanson. Boga, on en entend parler depuis plusieurs années, mais cette année, c'était assez pauvre. Et puis donc Ryan Aït-Nouri. Alors là, je vais vous dropper la rumeur qui nous est donnée par Sportzone, qui eh bien, est un média à mon sens assez fiable, qui nous parle d'un accord total entre Ryan Aït-Nouri et l'OGC Nice. Vous savez maintenant que les accords se passent entre les clubs prétendants et les joueurs, et vient après l'accord entre les deux clubs. Du moins, ça fait quelques années que ça se passe comme ça, mais du moins le joueur est intéressé pour venir à l'OGC Nice. Reste à trouver un accord avec les Vols de Wolverhampton, qui, je pense, ne lâcheront pas gracieusement le joueur. À coup sûr, ça va partir sur un prêt avec option d'achat, une magouille financière digne des plus beaux deals Football Manager. Mais peut-être juste un mot, Matt, avant de conclure sur Aït-Nouri. Bah putain, il est temps. Il est temps qu'on ait un latéral gauche qui est, on va dire, allez, une valeur sûre latéral gauche, et un gars qui va être capable d'un peu de bousculer l'adversaire, parce que bon, on souffre un peu là sur les latéraux gauche depuis quelques saisons. Merci à tous les soldats de devoir qu'on a eu, mais voilà, laissez-nous rêver. Pitié. Concernant l'offre, c'est un joueur qui est estimé alors là encore une fois, entre 20 et 25 millions d'euros. J'ai pas l'information concernant le nombre d'années de contrat parce que c'est calculé aussi là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas un transfert sec, si jamais ça se fait. Et en même temps, je me dis, au vu des autres deals qui se sont matérialisés du côté de l'OGC Nice, on a eu 0 rumeur. Aït-Nouri, on en parle depuis quand même plusieurs semaines. Peut-être que ça va nous sortir un joueur de derrière les fagots. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, il nous faut un défenseur gauche. Au moins. Du moins, Ghisolfi a tablé sur 2-3 arrivées. Pronostic. Défenseur gauche. Défenseur central. Départ de Rosario. Il en a parlé en conférence de presse. Je pense que Rosario va partir. C'est lui dans la hiérarchie qui est numéro 4, je pense, derrière Youssouf, on va dire. Et éventuellement un ailier droit de percussion dans le style. Là, encore une fois, c'est pas d'info, hein, je le répète, c'est juste un ressenti. Matt, on va conclure. Riche émission, on a parlé de Jérémy Boga, de Morgan Sanson, du match d'hier soir. Ça fait combien 1h45 d'émission, c'est beaucoup trop long, mais ça fait quand même extrêmement plaisir de vous retrouver sur Twitch, de discuter avec vous aussi de l'OGC Nice. Le mercato n'est pas terminé. Pour ce qui est du Club Pancho, à retrouver bien sûr dès ce soir ou dès demain matin en replay sur YouTube et sur Spotify. Et pour les émissions, alors autant l'OGC Nice est en préparation pour commencer sa saison, autant l'animateur du Club Pancho, eh bien voilà, il part en vacances. Donc il n'y aura pas de première journée contre Lille. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais vous avez on va dire le contenu nécessaire dans la communauté pour vous abreuver de débriefs, analyses et autres rumeurs mercato ou transferts. Je vous fais confiance là-dessus. Passez une très très bonne soirée. Profitez bien. Matt, un grand merci. On remercie également Romain qui est parti à un anniversaire et qui n'a plus de réseau. Dorian également qui nous a présenté Morgan Sanson. Et naturellement Daniel, le propriétaire de Amour du Foot, le compte sur Twitter. Bonne soirée, la Bayeta et Issa Nissa. Merci beaucoup. Ciao, ciao.